Un MiG-25 qui déboule, un Mach 2.7, Mach 2.8. Si tu as un Super 530 qui te tire à 25 km d'altitude, Mach 4, c'est un petit peu comme Indiana Jones. Tu sors ton flingue et tu le tires à distance. Allez, on est parti. Bonjour à tous et à Bonjour toutes. Frédéric. Mais je t'ai pas parlé encore, François. Bon, Si, ben je suis voilà. parti. Alors bonjour François Leminck, tu es un ancien ingénieur expert de Dassault Aviation et tu nous as fait une présentation magistrale du Rafale. J'étais un peu surpris, mais oui. Oui, un succès phénoménal. Donc on revient cette semaine pour deux choses. La première, c'est pour préciser certaines choses, compléter certaines choses, parce qu'il y a eu beaucoup de questions aussi sur YouTube. Et puis une ou deux erreurs aussi à corriger. Je crois que ça t'a empêché de dormir depuis le 9 avril, tu dors plus. Oui, là. Et la deuxième partie, ça sera consacré au canard. On va revenir tout de suite effectivement sur ce qui t'a empêché de dormir, mon pauvre François. Alors qu'est-ce qui t'est arrivé? Je me suis aperçu que j'avais prêté un petit peu trop l'oreille à des gens du bureau d'études proto lorsque j'avais été embauché. Et donc j'ai attribué au bureau d'études la conception du carré d'as 160, alors que non, pas du tout. De Tintin, hein, De Tintin, exactement. Vol 714 pour Sydney. Exactement, pas du tout. C'est Roger Leloup qui l'a conçu, dessiné. Il s'est même fendu d'un aménagement assez crédible. Et l'autre chose, j'ai dit un truc idiot. J'ai dit que le Rafale A n'avait pas d'aérofrein. Ça n'a pas été très long avant qu'un de mes collègues m'envoie des photos dramatiquement compromettantes pour toi. Oui, Tiens, compromettantes. Martin, si tu peux nous passer la photo. Oui, non, B. le Rafale A avait bien des aérofreins. Les aérofreins n'ont disparu que sur le Rafale C. Voilà. Par contre, j'ai eu une petite remarque sur le nombre d'élevons des Rafales, mais j'insiste, le Rafale A avait 6 élevons qui sont passés à 4 par simplification sur le Rafale C, le Rafale opérationnel. Donc voilà, ça y est, je vais pouvoir dormir cette nuit. Et toutes les questions sur YouTube donc, soulèvent quelques points aussi qu'on n'avait pas eu l'occasion d'évoquer, d'aborder, et sur lesquels tu voulais revenir, notamment le Rafale Marine. Alors il y avait beaucoup de choses à dire sur le Rafale Marine. Dans ce que j'ai dit la dernière fois, c'est vrai que le Rafale Marine revenait assez souvent. Le Rafale a été conçu dans l'idée d'être naval. Il y a eu très peu de compromis concernant les versions terrestres, mais sa topologie était de base conçue pour pouvoir être navalisée. Donc on a fait cet équilibre qui consistait à dire on va reporter sur le naval le minimum possible de modifications, tout en conservant une architecture capable d'aller sur porte-avions. En particulier, le train d'atterrissage a été très travaillé par rapport au Mirage 2000 qu'on avait fait juste avant. Le fait d'avoir choisi une voilure en carbone, c'est une voilure beaucoup plus rigide, beaucoup plus légère. N'empêche qu'on a eu le petit doute concernant le fait de pouvoir encaisser la vitesse verticale d'impact. Et à l'appontage. Et donc, on a choisi un train de fuselage qui tombait bien puisqu'on voulait, par rapport au Mirage 2000, passer de 3 points d'emport du Mirage 2000, emport lourd. Oui. On voulait passer de 3 à 5. Donc, on ne pouvait pas se permettre d'avoir un train d'atterrissage du type Mirage 2000 ou Eurofighter. Donc les emports lourds, ce sont les réservoirs de carburant. Absolument. 2000 litres. Oui, tout à fait. 2 tonnes à peu près. Ouais. Du missile de croisière, c'est quoi? C'est une tonne et demie ou une tonne et demie dans ces eaux-là, oui, tout à fait. D'accord. Et là, tu en as 5 sous la main. On en a 5, y compris le ventral qui était essentiel. D'accord. Donc, le train d'atterrissage a été conçu pour effectivement ces 5 points d'emport et avec un amortisseur qui est presque vertical. Et ça, lorsqu'on arrive sur porte-avions, c'est assez important parce que l'amortisseur prend cher. Et il vaut mieux qu'il coulisse le plus verticalement par rapport à sa course. Enfin, il faut que la course soit la plus verticale possible. Donc, le train a été vraiment très travaillé sur le... À quelle vitesse Alors, la vitesse d'impact maximale, elle est de combien à peu près? Il faut dimensionner le train pour que l'avion tienne 6,5 mètres secondes verticales. D'accord, ça fait un petit peu plus de 40 km/h. Ouais, et puis surtout, c'est 3 mètres secondes d'arrivée dans l'air, plus 3,5 mètres secondes du porte-avions qui, pas de bol, est en train de remonter à ce moment-là.
Donc le choc total est à 6,5. Alors peut-être qu'on ne se figure pas tout à fait ce que c'est que 6,5. Vous avez tous, tu as chez toi certainement une porte. Un pont de porte-avions. Non, une porte Oui, une porte standard. Tu soulèves l'avion de telle sorte que les roues arrivent en haut, les roues détendues arrivent en haut de la porte. Puis après, tu rajoutes 10 cm pour être bien sûr. Et à ce moment-là, tu lâches. Et c'est ça, 6,5 mètres secondes. L'avion tombe de cette hauteur-là. Et donc, voilà, et tout fonctionne. Et tu lâches un avion de 20 tonnes, un petit peu moins peut-être à l'appontage. Non, l'appontage, on n'est pas à 20 tonnes. Non, du tout. On est largement en dessous. Je n'ai pas les chiffres en tête. De toute façon, à mesure que le nombre d'emports et la capacité en emport de l'avion ont progressé, la masse de retour a, elle aussi, forcément évolué. Et on a toute une panoplie de vitesse verticale par rapport à des masses de récupération. Parce que ce qu'il faut préciser, c'est qu'effectivement, quand un avion ne peut pas être récupéré avec ses emports, mais il est obligé de les jeter à la mer. Exactement. C'est ce qui se passait sur le super-étendard. Oui. Sur le super-étendard, je crois, dans les guerres en Yougoslavie, il y avait quand même des pilotes qui étaient obligés de balancer des ADSM ou des... Non, pas des ADSM, mais des GBU-12. Voilà, merci, des GBU-12. Ce qui faisait quand même un petit peu mal. Alors qu'effectivement, sur le Rafale, on a conçu l'avion pour avoir un bring-back correct qui consiste à revenir avec sa charge militaire complète. J'ai le vague souvenir que quand même sur la fin de la campagne, en 99 peut-être, les super-étendards pouvaient apponter avec leur GBU. Le domaine a été assez vite ouvert. Ouais. Allez, ça sera l'objet d'une question et d'un retour en arrière pour la troisième émission. Ouais. Peut-être que je me trompe, mais j'ai ce vague souvenir en tête, effectivement. Enfin, le Rafale a été de base conçu avec un bring-back dans lequel tu n'as rien à larguer, missile RR, bidon vide et... missile de croisière aussi. Ouais. Alors, sur le Rafale Marine, on n'a que le missile central. Oui. Parce qu'on est un petit peu attentif aux récupérations en configuration dissymétrique, qui est un sport supplémentaire. Déjà, il y a le sport à pontage, puis le sport à pontage de nuit, puis le sport à pontage dissymétrique, bref. D'accord. Donc c'est pour ça que le Rafale Marine, on le voit toujours qu'avec un seul missile en ventral. Pour les gros emports, oui, tout à fait. Ouais. Je pense que c'est... Non, on ne pourrait pas... Non, faut pas... à la distance, oui, effectivement, il ne faut pas pousser. À la distance de l'axe avec lequel se trouve le scalp, c'est pas là. Non. On oublie. Donc il y a cette question des 5 points d'emport qui est quand même un tour de force sur un avion qui est relativement petit. Oui, compact. Compact, oui, pardon. Il y a aussi cette question du point 3 qui a été ouvert récemment pour l'emport de missiles Mika et qui était prévu aussi dès l'origine. Oui, tout à fait. Oui. Dès l'origine, on savait que... Le point 3, tu nous le montres sur la maquette. C'est un missile... s'il est juste pour le Mika, c'est pas... Voilà. Tiens, oui, très juste, super. C'est presque la bonne dimension. En plus, il ressemble presque. Voilà. Il ne peut emporter que du Mika. Il ne faut pas non plus pousser, parce que ça commence à faire beaucoup de monde en vue de face. Mais effectivement, c'est une réserve de structure et de géométrie qui était là dès l'origine. Bon, savoir si on allait l'utiliser ou pas, tout dépendait des exigences de la clientèle, ma foi. D'accord. Remarque intéressante de Franck May qui nous dit que pour les Cessna, c'est 2 fois moins la vitesse d'impact à l'atterrissage. 2 fois moins. De vitesse verticale à l'atterrissage. Ah oui, tout à fait. Oui. Lorsque la Terre ne bouge pas, on arrive à 3 mètres secondes. Tout à fait. Oui, c'est la valeur... Oui, tout à fait. C'est ce qu'on prend d'habitude, oui. Les terrestres, ils sont à peu près cette valeur-là. Alors, bien entendu, ils peuvent arriver plus vite. Simplement, c'est la configuration du train qui fait que l'avion, de toute façon, est robuste. Est-ce qu'on a fait le tour un petit peu de ce que tu voulais ajouter sur le Rafale, sachant qu'on a du... Sur le Rafale, oui. Alors, voilure carbone, j'en ai parlé, oui. Alors, juste un mot sur la voilure carbone. Le Rafale a un concurrent européen qui s'appelle l'Eurofighter, où le choix était très très différent, là pour le coup, puisque le train est accroché sur la voilure. Voilà, absolument. Disons que l'Eurofighter, c'est un bon Mirage 2000. C'est un Mirage 2000 avec une poussée... Conséquente, absolument. Par contre, ils ont fait un choix de voilure carbone dans la voilure,
Ce qui fait que, avec un train d'atterrissage dans la voilure, ce qui fait que le premier point d'emport, le point d'emport lourd qui est ici, est déporté vers l'extérieur à cause du mouvement du train. Et donc, ils se sont retrouvés à peu près avec la même configuration du Mirage 2000, c'est-à-dire 2 points lourds sous la voilure. Comme ils ont un train avant sous l'entrée d'air, le point ventral a un petit peu disparu. Et puis, ils ont la même solution que ce qu'on a eu sur le Mirage 2000, c'est-à-dire il faut quand même trouver un endroit pour rajouter des armes. Et donc, ils ont mis une arme devant le train d'atterrissage, à l'intérieur, c'est-à-dire ici, ce qu'on a fait sur le Mirage 2000 et ce qu'on a fait aussi sur le Super Étendard. Donc, tous les trains de voilure, finalement, ils ont cette particularité, cet inconvénient de balayer large en géométrie. C'est ce qui fait qu'on a pris ce train de fuselage, associé au fait donc que c'était quand même raisonnable par rapport à l'appontage. Là aussi, on parlait tout à l'heure de la compacité du Rafale. Ça se mesure aussi aux dimensions des charges emportées qui dépassent largement du bord d'attaque de la voilure. Les ogives, oui, tout à fait. Comme ces charges sont lourdes et qu'elles sont forcément condamnées à ne pas être trop loin du centre de gravité, elles s'alignent sous la voilure de la façon que l'on connaît. Les ogives dépassent un petit peu vers l'avant et effectivement, ça peut déstabiliser la machine. Là aussi, l'intérêt d'avoir des canards, c'est que justement, tu augmentes considérablement la plage de centrage que l'avion est capable de piloter. Donc, les canards ont permis de supporter cette forte variation, cette variation de foyer qu'il peut y avoir lorsque les emports lourds sont accrochés. Sous le fuselage, a priori, il n'y a aucun effet de foyer. Par contre, les ogives, de toute façon, c'est tout bête. Ça porte exactement comme leur surface frontale. C'est codifié, tout le monde connaît. Tu viens parler de canard, donc la transition est toute faite. Ah oui. On va attaquer le sujet du jour. On ne va pas parler de cinégétique ni de cuisine, mais on va parler vraiment d'aérodynamique. C'est ce que tu nous as promis. Oui, c'est vrai. Enfin, c'est ce que tu m'as suggéré de faire un sujet là-dessus. On a trouvé un commun accord. Martin, si tu peux nous envoyer la première photo, la photo 0, qui est quand même assez fabuleuse parce qu'elle est symptomatique de tout un développement de l'aéronautique. Tout à fait. Elle porte énormément de symboles. La photo 0, tu ne crois pas si bien dire, puisqu'il s'agit véritablement du flyer des frères Wright, qui vient juste de sortir de sa catapulte. Ce que l'on voit, c'est qu'effectivement, il y a un plan canard qui se trouve en avant de la voilure, et on voit une dérive qui se trouve à l'arrière. Donc en fait, le gars se dit, pour piloter, j'ai besoin de quelque chose, et après tout, je vais le mettre devant. Comme ça, je vais voir ce que je fais, puisqu'en fin de compte, ça permet de vérifier visuellement la position du canard, de l'empennage avant. Mais en même temps, il se dit, j'ai besoin d'être stable en lacet, donc je mets une dérive à l'arrière pour équilibrer, pour en tout cas d'avoir une stabilité naturelle. Et donc, on s'aperçoit que ce gars-là, il se tape le double pénalité. Il a une structure qui tient le canard vers l'avant, et il a une structure qui tient les dérives vers l'arrière. Alors, ces premiers avions, c'est aussi bien le flyer que ceux qui vont juste venir après, il faut bien comprendre que les moteurs étaient extrêmement lourds. Là, véritablement, je crois qu'on a le premier vol, ou presque, vu que le pilote est couché. Il était dans la configuration où il espérait de piloter l'avion en roulis en déplaçant son propre corps. Juste avant ces avions-là, on avait seulement des planeurs. Et bien entendu, dans les planeurs, il n'y avait pas trop de soucis de pilotage à la mesure où, instinctivement, de toute façon, les pilotes déplaçaient leur propre corps. C'était des deltaplanes. Bon, on connaît très bien. Les premiers moteurs étaient très lourds. Et ils ont commencé à découvrir que déplacer le moteur, c'était pas très simple. Et que même en déplaçant le poids du pilote, c'était pas merveilleux non plus. Juste après ces premiers vols que l'on voit là, ils ont changé d'avis, ils ont mis un siège, et puis il a commencé à appliquer un brevet qui avait déjà été déposé, qui consistait à vriller la voilure pour faire le roulis.
Donc ça, vriller la voilure ou c'était gauchir la voilure, qu'on appelle encore aujourd'hui commande de gauchissement. c'était bien avant l'invention de l'aileron, de toute façon. Oui, largement avant, oui. L'aileron Mais est quand apparu, même, quelques bon, il y années a des plus choses tard. qui peuvent nous apparaître maladroites aujourd'hui, mais il avait quand même compris beaucoup de choses, le Oui, garçon. tout hein. à fait, exactement. Alors le canard, ça permettait pas mal de choses. Alors lui, il avait de la chance, il avait le moteur à côté de lui. Alors en petit dessin, ça serait peut-être pas Allez. si mal que ça. Bon. Alors pourquoi mettre le canard à l'avant? Là, ça devient sérieux, là, ouais. Alors, donc là, je représente un avion en vue de côté. On a une aile principale et on a deux possibilités, soit avoir un empennage à l'arrière, soit avoir un canard à l'avant. Ok, donc là, les trois sont en place. Cet avion, il a un poids. J'avais prévu un canard. Il a un poids et il a une portance. Oh zut, bah, la flèche va être trop courte, tant pis, excusez-moi. Il a une portance. Alors la portance pourrait être là. Seulement, si on met la portance exactement au même endroit que le poids, ce qui peut arriver, c'est que l'avion soit pas instable, mais indifférent. C'est-à-dire que lorsqu'il rentre dans une turbulence, l'avion va pouvoir prendre n'importe quelle incidence sans être stable. Et ce que l'on fait pour être stable, c'est qu'on ne met pas la portance juste au-dessus du poids, on la met un petit peu en arrière, de telle sorte que lorsqu'il rentre dans une turbulence, l'augmentation de portance diminue l'incidence de l'avion, et donc l'avion devient stable, il va s'auto-adapter à la turbulence qu'il rencontre. Il est autostable. Voilà. Alors, pas de chance, dès l'instant qu'il y a un décalage entre la portance et le poids, on est bien obligé de trouver quelque chose pour équilibrer les efforts, équilibrer les moments. Et ce que l'on trouve, eh bien, c'est qu'un empennage arrière devra pousser un petit peu vers le bas. Donc la portance arrière nécessiterait que l'empennage pousse un petit peu vers le bas. Bon, donc on se dit, c'est bien la peine de s'être embêté à faire une portance qui coûte fort cher déjà à créer, pour avoir un empennage qui pousse vers le bas à l'arrière. Donc, dès cette époque-là, les gens se disaient, ben non, je vais faire un truc quand même plus intelligent, je vais faire une portance vers l'avant, une portance par l'avant, qui va pousser vers le haut directement. Donc à ce moment-là, le canard, ce qu'on appelle l'équilibrage, le canard participe à la portance générale de l'avion, plutôt que de la desservir par un empennage horizontal à l'arrière. Donc c'est la raison pour laquelle, finalement, les gens se disent, finalement, le canard, c'est pas si mal. Et dans les premiers instants de l'aéronautique, effectivement, il y a pas mal de gens qui pensent à ça. Martin, est-ce que c'est lié à la position aussi moteur et hélice propulsive, ou c'est la position du moteur qui s'est adaptée à ces principes aérodynamiques? Alors, ce qui s'est passé, c'est que, comme je l'ai dit tout à l'heure, les premiers moteurs étaient extrêmement lourds. Et grosso modo, la bonne position pour les moteurs, c'était purement et simplement être tout près du centre de gravité, puisqu'ils faisaient presque la totalité du centre de gravité. Et alors, les moteurs au centre de gravité, ok, très bien. La première idée qui vient, c'est de se dire, on va faire une hélice propulsive. Pourquoi? Parce que comme ça, le pilote ne se prend pas les gaz d'échappement dans la figure, et puis surtout ne se prend pas la vitesse de l'hélice elle-même. Ok, donc là, très bien. Alors en plus, le pilote, alors il est gêné parce que le canard, d'une certaine façon, gêne la visibilité vers l'avant, connaître. Mais ce qu'on a vu sur le flyer tout à l'heure, c'est que de toute façon, il faut aussi une stabilité de lacet, il faut une dérive. Donc lorsqu'on met un canard comme ça, eh bien, le centre de gravité se trouvant ici, et comme il n'y a plus rien vers l'arrière, on est obligé de mettre des très grandes voilures, des très grandes planches verticales, pour arriver à ce que l'avion soit stable dans lacet. Et ça a donné le 14 bis, par exemple. Où on voit très bien ce qu'a l'idée de Santos Dumont, qui était avec ces histoires de cellules quasiment cerf-volant. Alors là, on voit quand même que Santos Dumont était un précurseur, un pionnier, mais c'était aussi... Il avait oublié d'être bête aussi. C'était aussi quelqu'un qui avait une certaine prudence. Et après les frères Wright, il a dit, bon, bah ok, les frères Wright peuvent voler, très bien, on va essayer ça. Mais comme c'était quand même un as aussi en dirigeable, les premiers vols, les premiers essais du 14 bis, eh bien, ils ont été faits
entravé sous un dirigeable, qui lui a permis déjà de se faire un petit peu la main avant de voler pour de bon. Un dirigeable ou un ballon? C'est lui qui faisait office qui donnait la dirigeabilité. Un ballon, oui, un dirigeable au sens où l'avion, on pouvait dire. Disons, propulser le système vers l'avant, déjà. Mais bon, je vais aller mieux faire ça par temps clair quand même, il faut bien reconnaître. Notez aussi que c'est le premier avion qui avait des roulettes au sens où il pouvait décoller tout seul. Les frères Wright ont volé au début avec une catapulte quand même. Bien sûr, animé par un contrepoids. Tout à fait. Donc tu lâchais le contrepoids et ça faisait partir l'avion. Derrière un avion, il y avait une sorte de derrick en bois, il y avait un contrepoids en haut, un petit système de poulies. C'était presque un élastique, quoi, en quelque sorte. Alors effectivement, ils étaient très contents de voler, mais ils n'avaient pas décollé sur des roues comme l'a fait Santos Dumont. Alors, Santos Dumont, il était quand même bien aidé par la nature parce qu'il était très léger. Donc, notre Santos Dumont, il a bien adopté le principe du canard, mais quand même, on voit qu'il est obligé de mettre sur sa voilure d'immenses palanquets verticales qui donnent de la stabilité en lacet. Et puis même le canard lui-même, il a créé là aussi une cellule de portance complète. Alors, on ne voit pas très bien vers l'avant avec ce genre de choses, il faut reconnaître. Est-ce qu'on n'a pas eu l'idée qui aurait essayé aussi de mettre une dérive carrément à l'avant sur le canard, sachant que ça n'aurait peut-être pas apporté grand-chose? Il y a Voisin a essayé ça juste après. Et alors eux, carrément, ils envisageaient de piloter le lacet avec une dérive avant. Et toujours pareil, on retrouve la même chose, à savoir des surfaces verticales, assez nombreuses quand même, parce que ces surfaces, elles sont tout près du centre de gravité. Pour avoir la stabilité en lacet avec une dérive qui est pile au centre de gravité, c'est pas pratique. Donc, autant le canard donne un bon pilotage en tangage, autant finalement, pour les dérives, on se retrouve avec des surfaces frottantes assez considérables. Donc, finalement, c'est un peu tout ça qui a fait qu'on est passé rapidement à la configuration qui a primé pendant les 100 ans qui vont suivi. Là, l'avion était parfait, sauf qu'il n'était pas dans le bon sens, mais sinon il y avait tout ce qu'il fallait. Exactement, oui. Non, peut-être qu'il aurait... Oui, dans l'autre sens, il n'aurait pas eu besoin d'avoir les surfaces verticales. Oui, c'est juste, oui. On a le FAB aussi, le FAB sur les Thunderbird. Alors lui, il est intéressant en ce sens que c'est lui qui s'est appelé Canard pour la première fois. D'accord. Voilà. Parce qu'il était sur les Thunderbird et qu'il était amphibie, c'est ça ou... Non, je ne sais pas, je ne vais pas te dire. Je n'ai pas creusé cette affaire-là. Donc en fait, alors lui aussi, on voit bien qu'il a mis plein de dérives verticales au niveau de la voilure. On voit bien que la voilure est tout près du moteur. Donc en fait, que c'est le moteur qui faisait le centre de gravité à cette époque-là. Il a dû aussi déplacer le pilote pour trouver le bon équilibre, non? Il a peut-être un peu tâtonné pour se mettre là où il fallait. Je sais pas. Alors pourquoi il s'est mis là précisément? Bon, ça je sais pas. Bon, c'était quand même les tout débuts. Chacun son truc. Un petit mot pour rappeler que vous êtes sur Jumpseat et que donc aujourd'hui on évoque les canards. Et là, on retrace donc l'histoire du canard qui est très intimement liée à celle de l'aviation et des tâtonnements aérodynamiques des premiers vols. Donc, c'était il y a plus de 100 ans. Et puis, on s'aperçoit qu'au fil du temps, cette commande de vol a évolué. Et elle a été d'abord beaucoup liée au moteur propulsif. Oui, ça, tu nous l'as dit. Oui. Et c'est une idée qui a duré quand même assez longtemps, cette idée jusque dans les années 40, tu as eu des avions avec moteur propulsif et canard à l'avant. Il y a eu du japonais, de l'américain. En fait, de toute façon, l'aéronautique, depuis le début ou presque, a évolué à la vitesse des moteurs disponibles. Ce qui s'est passé, c'est que... Le moteur fait tout, de toute façon, on est d'accord. Ouais, enfin, il fait quand même pas mal. On peut pas vivre sans. Oui, mais c'est le moteur qui conditionne énormément d'évolution aérodynamique. Oui, tout à fait. C'est la disponibilité des moteurs qui rendent les machines, les avions, réalisables ou non. Ça ne veut pas dire que c'est la totalité de la technologie aéronautique, mais le fait est que dans plein d'endroits, on s'aperçoit bien. Oui, on s'aperçoit bien que c'est le progrès des moteurs qui ont fait bouger l'aéronautique.
Le Blériot qui finalement résume un petit peu la conclusion qui a été tirée très tôt de l'aventure Canard. C'est-à-dire que une fois qu'on a pris conscience que c'est le moteur, que la voilure est très près du moteur, que déjà on le voit par la position d'un train d'atterrissage où on voit bien que le centre de gravité est quand même très en avant, et que d'une façon ou d'une autre, il faut qu'il y ait quelque chose qui donne de la stabilité en lacet à l'arrière. On se dit, bon, puisqu'on a une poutre vers l'arrière, autant mettre l'empennage aussi à l'arrière. Et le moteur, la difficulté qu'on avait dès cette époque-là, c'est que c'était des machines pas très fiables, c'était des machines qui chauffaient énormément. Et donc, rapidement, s'est posé la question du refroidissement. Mmh. Et finalement, avoir un moteur propulsif derrière l'hélice, ça semblait un petit peu plus hasardeux que d'avoir un moteur qui tourne avec l'hélice et plutôt devant. Donc, dès cette époque-là, on a dit, le pilote s'adaptera au fait qu'il a un moteur dans la figure. Mmh. D'où l'huile bouillante, les lunettes pour protéger les yeux et le casque qui fait que le pilote subit la présence du moteur et de l'hélice devant lui. Mais au moins, il a un moteur qui tourne. Et au moins, il a un moteur qui tourne. Ce qui permet de traverser la Manche de temps en temps. Et donc, la solution pragmatique qui consiste à dire, OK, on va accepter que l'empennage porte vers le bas pour l'équilibrage, était un bon pari, en ce sens que si la queue est suffisamment loin, la pénalité n'est pas si formidable que ça. Et puis, plus c'est loin, plus la dérive peut être petite. Donc, vraiment, cette configuration-là s'est vendue très vite par rapport au Canard. L'autre innovation sur le Blériot étant que c'est une voilure monoplan, mais ça, c'est un autre sujet. C'est un autre sujet. Oui, peu importe la technologie de la voilure dans cette affaire. Véritablement, tous les avions je dirais même y compris durant la Deuxième Guerre mondiale, quand on regarde un Spitfire ou un P-51, on voit bien que le moteur se trouve assez proche, que la voilure se trouve assez proche de la voilure, que le train d'atterrissage est dans la voilure parce que le centre de gravité est sur la voilure, c'est logique, et que finalement le pilote se trouve derrière le moteur, derrière le réservoir carburant. Pourquoi ? Parce que le moteur mange une bonne partie du centre de gravité. Et c'est la raison pour laquelle cette configuration-là a tellement prospéré. C'est que les moteurs, comme on voulait aller de plus en plus vite, de toute façon, on choisissait le moteur de toute façon le plus lourd. Et au final, ça n'a jamais changé jusqu'au... Il y a eu une exception, le P-39 par exemple, avec le moteur derrière le pilote. Oui, mais les pilotes n'aimaient pas trop ça lorsqu'ils se posaient en catastrophe. Et puis, toujours pareil, le refroidissement. Le refroidissement a été le cauchemar éternel des chasseurs jusqu'à l'arrivée des turboréacteurs. C'est pour ça que ça marchait bien en Russie, le P-39 et le P-63. Ils avaient peut-être moins de soucis de refroidissement du moteur. Ouais. Ouais, ils avaient problème de dégivrage, peut-être. Ouais. On ne peut pas savoir. D'accord. Alors après, tu nous as collé une image, je t'ai demandé pourquoi, et tu m'as dit parce que c'est un bel avion. Mais l'Electra, oui, quoi. Ça, c'est juste pour le plaisir. C'est le premier avion de Kelly Johnson. Magnifique. Alors, ce Kelly Johnson, quand même, qui a travaillé sur cet avion et qui ensuite, quand même, nous a sorti le SR-71. Et le U-2 avant. Oui. Et le U-2. Donc, juste un mot, tant qu'on est... Et donc, ça donne aussi une idée de la vitesse à laquelle les choses avançaient à cette époque. Être né en 1915-1920, ça permettait d'avoir balayé tout cet espace technologique. Juste un mot sur les dérives doubles comme ça qui ont été très à la mode à une époque. Est-ce qu'on peut parler de mode d'ailleurs, ou est-ce que ça avait un intérêt pratique particulier plutôt d'une monodérive plus grande et peut-être plus simple à fabriquer ? Je sais pas. Je pense que les gens essayaient d'éviter le déventement de la dérive par rapport au fuselage. Il y avait une idée selon laquelle c'était bon d'avoir les dérives dans l'axe, dans le flux des moteurs, dans le flux des hélices, oui. Cela dit, c'était pas forcément une bonne idée en cas de vol monomoteur. Oui, disons que de toute façon, de tout temps, tu as eu des technologies, des modes, des modes qui fonctionnaient, c'est pas la question. Mais je crois que l'Electra, il n'était pas très stable. Il avait déjà des petits soucis à lacet, il me semble bien.
Mais enfin, D'accord. une très belle machine et qui illustre véritablement la manière dont les avions, la topologie des avions s'imposait aux gens, à savoir toujours pareil, mono ou bimoteur, avion de ligne ou avion de chasse. Les moteurs tirent le centre de gravité tellement vers l'avant qu'il n'y a pas d'autre choix que de faire un train d'atterrissage classique, puisque là, clairement, on ne va pas trouver la place pour mettre une roulette avant dans cette configuration. Franck nous rappelle aussi qu'il y a un Beech 18 tricycle, effectivement. Si, oui, je l'ai en tête, mais bon, ça a été quand même une exception. Avec une roulette très probablement très loin vers l'avant, ou le Tiger 4. Le Aussi, Tiger 4 qui était... Mais alors on voit où est-ce qu'ils ont envoyé la roue avant pour arriver à avoir une stabilité au sol. Très loin en avant. Oui. Très loin en avant. Et peut-être le train arrière aussi, le train principal un petit peu reculé peut-être. Voilà, c'est ça. Ouais. Donc, mais là, c'était extrêmement limite quand même. Drôle de machine. Oui, drôle de machine. À partir de l'instant où le gars a choisi de mettre à nouveau un moteur propulsif, on suppose donc qu'il a réglé son problème de refroidissement de base. Et d'ailleurs, on voit bien l'entrée d'air de refroidissement juste au-dessus. Enfin, on voit l'entrée d'air, mais on n'est pas sûr qu'il ait réglé le problème quand même. Oui, c'est juste. Le fait est que le moteur a tiré la voilure suffisamment vers l'arrière pour que, en fin de compte, le train d'atterrissage qui est toujours dans la voilure soit suffisamment, soit suffisamment reculé pour qu'on puisse effectivement mettre une roulette avant au sens ordinaire, au sens moderne du terme, et qu'il ait un canard à l'avant. Alors, la difficulté du canard, là, bon, alors pour ces vitesses-là, peut-être que ça fonctionnait. Je crois qu'il est, je ne sais plus s'il est monobloc ou pas, celui-ci. Mais bon, à cette époque-là, l'avion passait comme un ovni, quoi, par rapport aux chasseurs de l'époque. Et l'absence de dérive. Ben justement, là, tu vois, c'est des gens, ils se disent la sortie du radiateur, l'aileron du radiateur va suffire pour la stabilité lacet. Attention, je crois qu'il avait des dérives aussi en bout de voilure que l'on ne voit pas. Oui. Il me semble bien. Alors là aussi, là, on retrouve un petit peu le varièse aussi, qui est que il y a des gens qui se disent qu'ils vont faire l'économie d'une dérive de grande taille. Toujours pareil, à partir de l'instant où on a choisi d'avoir un canard, la question se pose de savoir au bout de quoi mettons une dérive pour que l'avion soit stable en lacet. D'accord, Donc bout là, de la voilure, au bout là, du fuselage. on a fait un parcours qui, du point de vue de la conception de l'avion, est encore valide aujourd'hui. C'est-à-dire, si tu mets un canard, ok, mais le centre de gravité recule, donc il va falloir trouver quelque chose pour mettre une dérive correcte en place arrière, si je puis dire. D'accord. Donc ça, c'était une anomalie, hein. Oui. La réminiscence d'une idée. Oui, n'importe comment, à cette époque-là, on essayait beaucoup de choses. Là, et avec le turboréacteur, il y avait tellement de choses qui sortaient à peu près à cette époque-là que oui, tout avait une certaine crédibilité. Alors justement, le turboréacteur, on va en parler. La photo suivante. On va faire un petit saut là, quand même. Un petit saut, il n'y a encore pas si grand que ça, mais quelques années, mais qui ont tout bouleversé. Oui, ça a été très vite, oui, effectivement. Oui. Là, on est sur un projet Convair, à atterrissage et décollage vertical. Convair, quand même, qui s'y connaissait en avion Delta pur, XF 92, F102, F106. Donc, c'est des gens qui connaissaient bien les Deltas et qui avaient aussi une petite idée de ce qu'étaient les défauts des Deltas. Alors, le défaut des deltas, il faut peut-être repartir pour faire une petite explication texte. Parce que là, ce que tu es en train de nous dire, c'est que le delta a permis de réintroduire le canard, quoi. Absolument. Le canard est revenu par le delta. Un delta, finalement, si on le prend vue de dessus, hein, prenons un avion qui n'a absolument complètement impersonnel. Ça peut être à peu près n'importe quoi en delta. Vous avez le fait qu'il n'y a aucun empennage à l'arrière. Autrement dit, l'avion est piloté par les gouvernes elles-mêmes. C'est-à-dire que le crowbar que j'ai fait tout à l'heure reste totalement valide. C'est-à-dire qu'on a toujours le poids et on a toujours la portance qui doit être la portance non équilibrée qui doit être un tout petit peu en arrière. Avec une difficulté, c'est que c'est la gouverne elle-même qui va pousser vers le bas. Donc on braque la gouverne vers le bas pour équilibrer l'avion.
Et malheureusement, cette gouverne, elle porte en subsonique, hein, déjà, simplement en subsonique. L'application de cette gouverne se trouve à peu près par là, alors que la portance de l'avion se trouve à peu près par là. Autrement dit, le bras de levier que l'on a n'est pas très fort. Ça veut dire en gros qu'il va falloir pousser un peu fort vers le bas pour équilibrer. Ou alors, bien entendu, réduire la distance. Plus on braque, plus ça traîne. Voilà, surtout, non, c'est pas plus ça traîne, c'est moins la portance réelle, c'est la portance réelle qui diminue. D'accord. Donc, les deltas ont une caractéristique, c'est d'avoir besoin de pas mal d'incidence pour décoller et atterrir, voire le Concorde, par exemple, qui a des trains d'atterrissage démesurés à cause de cet effet qui est que la voilure doit prendre de l'incidence pour décoller à cause essentiellement de cet effet. Alors, en supersonique, non, je vais prendre ça. Tiens, du bleu. Je vais faire le supersonique en bleu. On est désolé, on n'a que 4 couleurs aujourd'hui. Hein. Alors, en supersonique, il y a un effet. Je vais enlever celui-là. Il y a un effet intéressant aérodynamiquement. Donc là, c'était plutôt un équilibrage quelque part par là. Laisse-les déboucher, ce sera plus simple. D'accord, peut-être. Puis mets-les derrière l'oreille, comme ça tu les perdras pas. En supersonique, il y a un premier effet qui est général à toutes les voilures, c'est que la portance recule. Typiquement, elle est aux alentours de 30%, elle peut se retrouver à 45-50%, donc effectivement, la portance recule. Alors là, du coup, vous étiez pas mal en subsonique, et puis là, soudain, le bras de levier devient colossal, avec un petit bonus, c'est que la portance de la gouverne aussi recule. L'effet de portance recule. Toujours est-il que malgré tout, c'est dans le mauvais. Hein. C'est-à-dire que, par exemple, la Concorde, lorsqu'il passe en supersonique, je crois que sa portance recule d'environ 2 mètres. Je ne jurerai pas, mais c'est dans ces eaux-là. Et la seule façon qu'il a momentanément pour régler le problème, c'est bel et bien de pousser. Qu'est-ce que j'ai fait là? Excusez-moi. Oh là là, je l'ai braqué dans le mauvais sens. Et tu me dis rien. Bah alors quoi? Zut, à la fin. C'est par là, puisque la portance est vers le bas. Tout ça, ça disparaîtra sur le replay, hein, bien sûr. Oui, quelle horreur. Bien. Parce que sinon, on était encore parti pour des excuses à la prochaine émission pendant une demi-heure. Non, mais là, c'est bon, c'est bon. Toujours est-il que sur Concorde, pendant son passage du mur du son et un peu au-delà, il est effectivement dans cette configuration-là, qui est une configuration où la portance est franchement pas terrible. Il paye cher son équilibrage. Et la seule façon qu'il trouve de voler Mach 2 pendant 2 heures, c'est qu'il va reculer le centre de gravité. Tout simplement. Autrement dit, il bouge du carburant pour déplacer le centrage. Pour déplacer le centrage. Disons même, je crois que l'ingénieur, le mécanicien navigant du Concorde, il regarde tout simplement la position de la gouverne pour savoir s'il a mis suffisamment de carburant à l'arrière ou pas. C'est ce que j'ai entendu, je n'ai pas été vérifié. Même chose sur le Mirage 4 oui, tout à fait. Ouais. Le Mirage 4 aussi, qui a besoin de faire du Mach 2 pendant pas mal de temps aussi. Hein. Ce n'est pas la durée de Concorde, mais pas mal de temps. A un transfert de carburant entre le subsonique et le supersonique. Donc, par contre, il y a d'autres avions qui sont un peu plus simples ou qui ont une vocation à être en supersonique moins longtemps, qui vont vivre avec. Ils vont accepter le décalage, ce qui fait que leurs caractéristiques en supersonique ne sont pas terribles. Faut reconnaître. Donc voilà le delta qui... Alors pourquoi le delta est intéressant? Évidemment, tu pourrais te dire, pourquoi on fait des deltas? Il n'y a qu'à pour les faire et puis on n'aura plus de problème. Et François, pourquoi on fait des deltas? Merci, excellente question. Il se trouve que le delta a pas mal d'avantages par rapport à la voilure en flèche. Disons qu'au tout début, dans les années 55-60, lorsqu'il fallait faire du supersonique, les moteurs n'étaient pas assez puissants, soyons clairs. Donc, il fallait tout faire pour réduire la traînée de l'avion en supersonique. Ce qu'on avait trouvé, c'est que la voilure en flèche, je peux la faire là, par exemple, plus la voilure était en flèche, et plus c'était sympa pour la traînée supersonique. On avait des avions comme ça, qui, malheureusement, commençaient à avoir des caractéristiques de décrochage absolument épouvantables.
C'est-à-dire que ce qui part en premier dans un décrochage, c'est le bout de plume. Or, le bout de plume se trouve à ce moment-là relativement éloigné du centre de gravité, ce qui fait qu'il y a des autocabrages de fous furieux. Et ce que les gens ont trouvé, c'est que si on fait Donc un avion... le pilote perdait le contrôle de son avion. Tout à fait. Et puis surtout, l'avion partait... C'est ça exactement. Le décrochage était divergent. Alors ça va... non, ça va jamais, de toute façon. Mais ça dépend si... Non, il y a de quoi énerver quand même. Hein. Non, ça dépend combien il y a d'air dessous. Et puis ensuite, ça dépend à quelle vitesse, à combien de nous ça a lieu, cette affaire. Donc ça peut casser un avion. Donc, il y a eu des avions qui étaient comme ça parce qu'il fallait faire des vitesses élevées avec des moteurs qui étaient un petit peu poussifs. Le Super Sabre, par exemple. Et c'est là que les cloisons d'ailes sont apparues alors Le MiG-19. Oui, alors c'est ça exactement. Alors on combattait le décrochage de bouts de voilure avec toutes sortes de choses, soit des dents de requin, soit toutes sortes de systèmes qui permettaient d'éviter, si possible, le décrochage du bout de retarder. De le retarder, effectivement. Le super étendard, il a une dent de requin, comme ça, par exemple. Alors, on a même vu des dents de requin sur des canards, mais ça on le verra plus loin. Là, oui, on le verra plus loin, oui. C'est là, d'ailleurs, que MiG... Un canard avec des dents, c'est fou, ça, quand tu y penses. Oui, voilà, oui. Tout à fait. Et je pense que c'est là que MiG a peut-être... peut-être fait quelque chose qu'ils n'auraient pas dû. A peut-être perdu. Ouais. Oui, peut-être perdu, exactement. Toujours est-il que le Delta apportait des réponses assez intéressantes à cette problématique, à savoir déjà que il n'y avait pas trop de recul au niveau du décrochage, plus le fait que en supersonique, il faut avoir des ailes les plus fines possibles. Or, là, si on regarde bien, mettons pour une même épaisseur de caisson, ici, on va avoir, mettons, un profil comme ça. Et pour le même épaisseur de caisson, ici, on va avoir quelque chose de beaucoup plus long. Et or, la traînée supersonique dépend énormément de l'épaisseur du profil. Donc, les deltas aussi présentaient l'avantage de proposer des traînées supersoniques quand même très basses, de base. Enfin, très basses, j'exagère, mais parmi les plus basses de celles que l'on désirait. Et une meilleure résistance aussi, peut-être? Alors oui, tout à fait. Grande capacité carburant, et puis une rigidité quand même sympathique, parce que lorsqu'on était sur des voilures de ce genre-là, le décrochage pouvait être déclenché par plein de choses, par exemple par du vrillage du caisson de voilure, donc il y avait de plus en plus de difficultés à avoir ici des bouts de plume rigides. Donc au total, la voilure delta était intéressant et est toujours intéressant sur ce sujet. Et lorsqu'on regarde tous les avions supersoniques d'aujourd'hui, ceux qui volent, ceux qui sont en compétition à l'exportation, on trouve pratiquement que des deltas. Même si... des vrais faux delta, peut-être? Des vrais faux delta, exactement. Le F-22, par exemple, effectivement, a un empennage arrière, mais quand on regarde sa voilure en tant que telle, c'est un delta. C'est un delta empenné. Et même, de ce point de vue-là, par exemple, le MiG-21 avait une voilure delta avec un empennage, par exemple. Autrement dit, ils évitaient ce problème-là en mettant un empennage derrière. D'accord. Et le canard est apparu à quel moment? Où est-ce que j'en étais? Oui. Alors donc... le canard, toute une génération d'avions ont été sur cette logique-là d'avoir une voilure delta, et là on en a trouvé pas mal, le Viggen, non pas le Viggen, le Draken, le Mirage 3, le F-106, etc. Cela dit, Convair a commencé à se poser des questions sur de la portance qui n'est pas conventionnelle. Pour l'instant, ce que les gens utilisaient comme type de portance, c'était des filets d'air attachés à l'extrado et à l'intrado, avec rendez-vous au bord de fuite pour l'écoulement, mais rien de plus que ça. Et Convair, par exemple, a commencé à se poser la question, mais s'il y a un tourbillon sur la voilure, qu'est-ce que ça peut donner? Alors, ce que ça peut donner, alors bon, je vais effacer tout ça, tant pis. Convair a commencé à se dire, finalement, bon, j'ai un delta, n'importe lequel, mettons celui-ci, par exemple. Zoup, excusez-moi, c'est n'importe quoi. A commencé à se dire, finalement... tu lui mets pas une dérive? Oh tiens, ouais, t'as raison, je vais en mettre une. Merci. Hop, ça te va là? Ouais. C'est bien. Je vais faire ça aussi, je vais faire ça. Bien. Les voilures delta ont un inconvénient, c'est qu'elles ont une traînée assez forte. À savoir que le courant d'air d'extrado
Ok, il y a une dépression, mais les filets d'air comprennent bien qu'il suffit de faire le tour pour rencontrer les filets d'air du dessous. Par conséquent, on a à l'extrado un écoulement comme ça, qui est divergent, et à l'intrado, tandis que oui, c'est ça. Et à l'intrado, on a l'inverse. Donc à l'intrado, on a un écoulement qui rentre. Ça, c'est le truc conventionnel. Et ce que Convert a trouvé, c'est qu'il est peut-être intéressant d'avoir un tourbillon qui viendrait s'ajouter à l'écoulement de l'extrado. Un tourbillon qui viendrait finalement améliorer l'aspiration sur l'extrado de la voilure. Et donc la portance. Et donc la portance, exactement. Alors pour faire cette portance, il y avait différentes solutions. Ce tourbillon, pour faire le tourbillon. Oui, pour faire ce tourbillon, ce que Convert a regardé assez tôt, c'est de mettre un canard, tout simplement, de mettre une grande plaque. Alors donc Convert s'aperçoit qu'en mettant un canard en avant d'une voilure delta, on peut avoir de la portance tourbillonnaire supplémentaire qui fait que l'avion peut tenir plus longtemps en incident. À condition qu'il soit bien rapproché de la voilure quand même. Absolument. Qu'il ne soit pas à 15 km. Voilà, exactement. Voilà. Alors là, il s'agit bien d'un canard qui sert à créer un tourbillon. Mais au même moment, chez Saab, le Saab qui avait déjà fait le Draken, qui était un avion Delta pur, Saab se retrouve devant des exigences où il faut faire un avion de chasse qui se pose et qui décolle court. Et Saab se dit, finalement, pour résoudre le problème de la voilure delta, tel qu'on l'avait tout à l'heure, la solution, puisque l'équilibrage par l'arrière de la voilure est très coûteux, eh bien, je vais reprendre les frères Wright et je vais mettre un canard à l'avant, ce qui va me permettre d'éviter de braquer la gouverne de bord de fuite. Donc ça, c'est le Vigon qui a fonctionné, effectivement. Alors, le Vigon, il a une forme un peu particulière. C'est une gouverne qui sert en fait d'hypersustentateur. D'ailleurs, il y a une partie fixe. Donc, peut-être qu'il y a un tourbillon. Il y a forcément un tourbillon lorsque la gouverne est braquée. Cela dit, il n'est pas forcément évident que cette gouverne serve au tangage. Il doit utiliser probablement encore son empennage arrière, enfin ses gouvernes arrière pour faire le tangage normal. Ah oui, mais ça c'est. Alors ça, c'est Rockwell, ça. C'est Rockwell rock'n'roll. Ouais, ça ça sortait de la folie décollage vertical des, je sais plus, années 70. Dans ces eaux-là. Alors, c'est quand même un truc très très étrange. Il y a une entrée d'air de fantôme, il y a pratiquement un cockpit de Skyhawk, puis il y a une voilure psychédélique. Je crois que l'avion est fait de briques et de broc, déjà en termes de ce qu'ils ont récupéré comme il y a du Skyhawk à l'avant, non ? Le train d'atterrissage. Oui, je crois bien. Ouais. Le fait est que la NASA a longtemps cajolé une idée étrange qui était de faire du induced lift jet. À savoir, ils ont essayé longtemps de se dire, je vais éjecter de l'air comprimé vers le bas, et l'air à l'arrêt qui est autour va trouver ça sympa et va aller dans la même direction. Et donc, l'ensemble de l'air éjecté plus l'air environnant va créer une portance extraordinaire. Ils ont essayé plusieurs fois, ils ont été en soufflerie, ils ont même été jusqu'à faire cette machine. C'était assez compliqué et de toute façon, ça n'a, je crois, jamais donné les résultats qu'ils calculaient. Donc, oui, ça. Pourquoi d'ailleurs ? Alors, parce qu'ils étaient optimistes sur cette capacité à trouver un dispositif qui entraîne l'air ambiant dans la même direction que les jets. Il faut leur reconnaître quand même un certain courage pour dessiner des avions comme ça. Oui, alors en plus, c'est le seul canard à ma connaissance où le canard est plus bas que la voilure. Ce qui est très très particulier. On n'en a pas parlé, mais l'une des caractéristiques du canard qui est aussi sympa, c'est que lorsque tu utilises le canard en gouverne de tangage, véritablement tu contrôles ton avion en tangage, tu peux avoir un effet de protection
si le canard décroche avant la voilure. Et à ce moment-là, en quelque sorte, tu tires. Si le canard décroche, fatalement, la voilure ne décrochera pas, puisque tu n'arriveras pas à aller jusqu'à l'incidence de décrochage de la voilure. Ceci à condition qu'il n'y ait pas de sillage. Or là, avec cet avion-là, la voilure en incidence, elle est dans le sillage total du canard, c'est une catastrophe. Oui. Alors le sillage, j'en ai pas parlé pour l'instant. Peut-être qu'il aurait dû voler sur le dos, non, cet avion? Oui, il aurait mieux volé peut-être. Pour un atterrissage vertical. Enfin, je pense que, heureusement, ils se sont arrêtés aux essais au portique. Je me souviens bien avoir vu des images. Donc ils ont tué personne avec cet avion. Voilà, c'est ça, ils ont tué personne. Contrairement au Cutlass, qui lui a tué quand même pas mal de pilotes. Ah, Cutlass, oui. Tu parlais de dispositifs d'air soufflé. Voilà, c'est ce truc-là, voilà, exactement. Le canard, en fait, était en plusieurs morceaux. Chaque morceau contenait de l'air comprimé. C'était éjecté par le bord de fuite et ils espéraient que l'air immobile, environnant, allait se précipiter entre ces fentes pour arriver, pour donner de la portance supplémentaire, de la poussée supplémentaire vers le bas. Non. Non, en fait, non. Ça ne l'a pas fait. Et on voit, il y a la date quand même, c'est avril 77. Oui, mais... Ça paraît tard quand même. Oui, mais même encore après, ils ont fait encore des maquettes sur de bases de F-16, où on voyait une sorte d'entrée d'air ventrale, des trucs qui s'appelaient E7, je me rappelle, où là encore, ils étaient au niveau de la soufflerie, la soufflerie géante de Ames. Et tu voyais encore des maquettes Échelin, où ils continuaient dans leur truc, jusqu'à la fin, où ils ont dit, bon, on arrête, et puis on va faire une soufflante. Et puis voilà, on va faire F-35 à atterrissage vertical. Alors pourquoi ? Parce qu'en fait, dans leur fantasme, ça leur permet, et c'est vrai que ça aurait marché, ça aurait été bien, ça leur permettait d'avoir des surfaces, des parties tournantes. En gros, on balançait que de l'air comprimé vers l'avant, c'était un rêve, mais bon, ça ne fonctionne pas, tant pis, quoi. On peut s'attendre à ce que ça revienne d'ici quelques années, parce que les fausses bonnes idées reviennent régulièrement sur le devant de la scène. Ça m'étonnerait, tu vois. Là, il passera pas mal d'eau sous les ponts avant que quelqu'un veuille refaire un avion à atterrissage vertical. Un avion de chasse, j'entends. Oui. Je te parle pas du V-22 ou de la Non, mais le temps d'oublier les échecs, et puis après, ça revient sur le devant de la scène. À ce moment-là, écoute, il faut qu'il y ait des gens qui aient un petit peu de mémoire. Oui, c'est rigolo celui-là, ouais. C'est un projet très peu connu. C'était une équipe suisse qui voulait faire un tout petit avion de chasse. C'était pas un avion de chasse, pardon, c'était un avion d'attaque au sol. Et d'ailleurs, on comprend la taille de l'avion lorsque, sur d'autres images qui ne sont pas là, on voit la taille de missiles Maverick qui sont pratiquement plus grands que la voilure. Ils voulaient faire un avion d'attaque au sol. Eux, Suisses, ils disaient, le rayon d'action, je m'en fiche, entre guillemets, j'exagère. Et donc, je vais d'abord un avion qui décolle court, et j'ai pas besoin de beaucoup de pétrole, et je vais mettre un moteur Adour là-dedans. Et puis voilà, on aura un petit avion de chasse, un avion d'appui au sol léger. En même temps, le petit avion léger, il n'a pas besoin non plus de beaucoup de pétrole pour aller loin, parce qu'il ne consomme pas beaucoup. Il ne faut pas forcément être gros pour aller loin. Oui, mais enfin là, en l'occurrence, je crois vraiment ils voulaient des distances... franchement, ils n'étaient pas agressifs. Pour aller d'une vallée à une autre. Voilà, ils n'étaient pas agressifs sur la distance les bulbes qu'on voit sur les côtés, ce sont les entrées d'air qui sont... C'est ça, c'est une maquette en soufflerie, donc les entrées d'air sont carénées. Et donc, c'était un avion comme le Viggen qui avait pour... le canard était là pour améliorer l'hypersustentation. Alors, en l'occurrence, c'était pas tout à fait un avion Delta. Je ne sais pas trop comment il pilotait l'avion, je l'avoue, sur celui-ci. Je pense qu'il devait faire quelque chose avec le canard et peut-être la même chose avec les volets, j'en sais rien. Alors ça s'appelle le Piranha. Le Piranha, absolument. En un seul mot. Oui, c'était un organisme qui s'appelait ALR. Et c'était tout à fait intéressant comme tentative. Un truc marrant aussi, c'est que les volets du canard sont découpés pour passer devant l'entrée d'air. Oui, exactement. Ouais. C'est dire la compacité du... Ah oui, mais le canard était un canard proche, tout à fait. Oui. D'accord. D'ailleurs, c'est pour ça que probablement ils étaient quand même obligés de piloter l'avion aussi par le bord de fuite de voilure.
Parce que là, tel que c'est, le canard était peut-être pas suffisamment autoritaire. Je pense à un truc, là je l'ai sous les yeux, le canard du Rafale aussi est découpé pour, tout à fait, pour oui, passer bien autour de l'entrée-d'air, quand on le regarde sur le côté. Oui. Forcément, quand tu braques le canard à des angles comme... on voit bien que... je ne sais plus combien il va jusqu'à... Là, il est un peu découpé. Ouais. Je ne sais plus si c'est 30 ou 45 degrés de braquage vers le haut. Non, je crois que c'est plutôt dans les 30. Oui, il peut aller jusqu'à toucher... Enfin, il s'arrête bien sûr avant, il prend la découpe de la forme d'entrée d'air. On parlait tout à l'heure des aérofreins du Rafale qui étaient présents sur le A, mais qui n'étaient plus sur les prototypes, qui avaient disparu. Une chose intéressante, une petite incidente à faire sur les aérofreins du Rafale, qui est quand même très intéressante parce que c'est un truc qu'on voit rarement. C'est on peut le voir, mais ne pas le remarquer. Le comprendre, voilà, c'est ça. Alors, il faudrait que tu enlèves la petite photo en incrustation. Oui, franchement, Martin, on n'est pas, on n'est pas à notre place, là. C'est pas bon du tout, là, ce que tu fais, Martin. Là. Voilà. Oh, superbe, voilà. Alors là, ce qu'on voit, c'est 2 biplaces, d'accord, mais celui de devant, clairement, il a sorti les aérofreins. On voit que les élevons internes du Rafale sont invisibles, ils sont braqués maxi vers le bas. On voit la traînée de condensation liée au tourbillon qui se développe sur l'élevon braqué vers le bas. Les élevons externes sont braqués vers le haut, ce qui est la bonne solution pour ce qui concerne les efforts de voilure de toute façon. Et on voit que le canard est un tout petit peu braqué à cabrer, parce que là aussi, comme je l'ai dit la dernière fois, le canard il est là pour faire des ajustements de toutes sortes de cas où on peut optimiser. Et là, en l'occurrence, on braque un tout petit peu le canard vers le haut. Comme ça, l'élevon, il est un tout petit peu plus braqué à piquer. Et puis, ça fait un petit peu plus de traînée. Alors, il y a eu deux générations de canards. À mesure que le supersonique apparaissait et que les voilures Delta commençaient à prouver leur intérêt, il y a eu 2 tendances. Par exemple, pour les avions qui étaient franchement supersoniques, comme le B-70, ils faisaient du transfert carburant. Mais on le verra tout à l'heure. Ouais. Oui, mais en même temps, le canard était très utile pour l'équilibrage. Par contre, par rapport à des Mirage 3, je sais s'il y en a eu, qui étaient conventionnels, des gens ont commencé à se dire que finalement l'opération Convert, par exemple, pouvait fonctionner. Les premiers qui se sont penchés sur la question, ce sont les Israéliens, qui ont fait le Kfir à partir des Necher qu'ils fabriquaient eux-mêmes déjà. Ils ont fait le Kfir, c'est les premiers à avoir posé la question de rétrofit sur Mirage 3, sachant qu'eux, c'était des avions neufs, donc tout allait bien. Ensuite, il y a eu effectivement toute une série d'opérations au Mirage 3 dans lesquelles on a dit, tiens, c'est vrai qu'on pourrait mettre un canard qui améliore la capacité en combat du Mirage 3. Il y a quand même un petit souci, mine de rien, c'est que le canard avance le foyer général de l'avion. Donc, du coup, je crois qu'il y a une définition du foyer, peut-être. Le foyer... Qui n'est pas cet endroit où l'on fume. Non, tout à fait, non, ni on boit. Oui. C'est... l'importance, c'est l'endroit où se trouve... l'importance doit être à la verticale du poids. Par contre, le foyer, c'est le point d'application de l'effet d'incidence. L'incidence change, que ce soit volontaire ou involontaire, il y a une force qui apparaît et le foyer, c'est le point d'application de cette force. D'accord. Donc, c'est en quelque sorte le lieu de la perturbation. Et c'est ça qui définit justement si l'avion est stable ou pas. Si c'est en arrière du centre de gravité, on est sauvé. Si c'est en avant du centre de gravité, il faut faire quelque chose assez vite. Puisqu'il faut corriger, ça ne se fait pas naturellement, donc il faut le faire automatiquement. D'où les commandes de vol électriques qui sont apparues. Un Mirage 3 modifié avec des canards n'est pas à commande de vol électrique, donc il est question de donner au pilote un avion aussi pilotable que celui d'avant. Et donc il y a certaines configurations lourdes qui avaient des centres de gravité un peu avant, qui deviennent éventuellement interdites. Autrement dit, l'avion devient plutôt un avion RR, alors qu'avant il pouvait être polyvalent. Donc il peut y avoir éventuellement, dans ce genre d'opération, des petites pertes de... Pourtant, le Kfir était un avion essentiellement air-sol, il me semble oui, mais ils ont changé l'avion, ou ils l'ont rallongé. D'accord.
Donc, ils ont corrigé de base. Par contre, le train d'atterrissage n'a pas bougé. Donc, le centre de gravité s'est éloigné du train d'atterrissage, ce qui veut dire que le décollage peut être un peu plus problématique. J'ai jamais fait de vol en cuir, donc je ne peux pas te dire. Disons que éloigner le centre de gravité du train d'atterrissage, ça peut avoir ses petits inconvénients bien aussi. sûr. Surtout après coup, bien sûr. Donc ça, c'était la première variante avec des vrais canards sur les entrées d'air. Ouais. Alors on l'a trouvé un peu partout. Je crois que les Suisses, il me semble que les Chiliens aussi ont fait quelque chose comme ça. Un avion qui m'est cher, donc le Cheetah. Bah là, pareil, Cheetah sud-africain qui était une ressucée du cuir. Ils ont rallongé, je pense qu'ils ont rallongé l'avion. Déjà, rien que le nez est plus long, il faut reconnaître. Mais là, c'est pour mettre des boîtes électroniques. C'était pour pouvoir tirer des missiles. D'accord, ok. Mais tu peux avoir malgré tout une avancée du centre de gravité. Donc là, n'importe comment, il faut vraiment rentrer dans les chiffres pour aller voir stable, pas stable, etc. De toute façon, dès l'instant que l'avion vole, c'est que c'est un dérivé de Mirage 3, il est stable. Il n'y aura pas de, il y a pas de secret. Donc après avoir bien joué avec le Mirage 3, les Israéliens se sont lancés dans le... Sur le cuir surtout, les Israéliens ont bien compris comment fonctionnait le tourbillon du cuir, et donc ils ont dit très bien, on a compris, maintenant on est suffisamment grand, on va faire le Lavi. J'ai eu 3-4 exemplaires de réalisés au total. Qui est finalement un avion tout à fait intéressant, qui était assez compact, avec un canard proche. Donc on peut dire presque que c'est un F-16 avec un canard, parce qu'il y a quand même une grosse influence du F-16, on reconnaît le train d'atterrissage. Non. Là, ce train d'atterrissage, c'est un train amortisseur direct, alors que le F-16 est un train à pyramide. Oui, mais l'avant. L'avant, oui, bien sûr, tout à fait. Excuse-moi. Avec l'entrée d'air, le nez. Je parlais du train principal. Donc effectivement, eux, ils ont vraiment un avion bien foutu, faut reconnaître. D'ailleurs, les Chinois ont bien compris que le Lavi était bien fichu. On reconnaît même les quilles à l'arrière. Mais les Israéliens n'ont pas pigé un truc à cette époque-là, c'est que le F-16 était en vente et que de toute façon... que le Lavi marche ou pas, il y avait beaucoup de problèmes d'approvisionnement du moteur. Et donc, à la fin, ils ont acheté des F-16. Parce que c'est un moteur de F-16 sur le Lavi. Non, je ne crois pas. Non, il me semble que c'était un moteur plus petit, mais je t'avouerai, je vais pas. Est-ce que c'est pas les Américains qui, voyant venir le Lavi, on s'est dit, bon, allez, vous arrêtez, ils ont sifflé la fin de la récréation C'est très net. Oui. C'est très net. Les Américains n'avaient pas envie de voir apparaître un industriel supplémentaire, c'est tout. D'accord. Bon, mais dès l'instant que tu n'as pas envie et que tu peux le faire, tu le fais. Tu vas pas te priver après ça. Après tout, on va pas se gêner. Jusqu'à maintenant, on n'avait pas été méchants avec les Américains. On a tenu combien de temps ? 1h10 c'est surtout parce qu'on n'a peut-être pas parlé du F-35. Non, mais on va pas en parler. On va pas s'énerver non plus. Juste un petit peu alors, tout à l'heure, si vous êtes sage. Mais je sais pas. Là, on voit tout à fait comment ça se passe. Le canard est vraiment un canard d'hypersustentation. Là, il est au décollage, il est en train de rentrer le train, c'est clair. Il y a le feu dans le JT8. Alors, c'est un moteur de 737 quand même. Et Volvo a fait que la post-combustion. Et elle est réussie, apparemment. Oui, il y a des jolies couleurs. Oui, elle est très réussie. C'était un avion... n'empêche, mine de rien, c'est le premier avion canard Delta qui a réalisé effectivement le fait qu'on pouvait décoller court avec un avion Delta et qu'on pouvait voler lentement. Par contre, le canard était fixe avec gouverne de bord de fuite. Donc, effectivement, c'était la première génération concernant ce type de gouverne. Et puis, ce train qui rentre dans la voilure prend une place monstrueuse aussi. Dans la voilure, oui, c'est vrai, effectivement que... Remarque... c'est bien parce... aussi, mais... c'est bien parce que le caisson de voilure passe entièrement derrière le train, comme sur le Mirage 3 ou le Mirage 2000, ce qui fait que tu as des longerons de voilure qui sont assez sympas. Ils sont droits, ils ne sont pas inclinés comme sur un F-16 par exemple, et ça te donne une voilure qui est d'une rigidité redoutable. Alors que quand tu commences à faire des longerons inclinés, ou avec un petit peu d'allongement, ou avec un petit peu de flèche, tu peux te retrouver avec des soucis de vibration.
Le X-29. Alors X-29, lui, oui, attends, normalement, il était prévu pour regarder surtout la flèche inverse. Où là aussi, je viens de parler de flotteur, bah lui, franchement, il est allé voir de près. À tel point, d'ailleurs, ils ont pu faire cet avion uniquement parce que la voilure était en carbone. Et qu'ils ont réussi à mettre un centre de torsion de la voilure qui était suffisamment en avant pour que la voilure tienne le coup. Sinon, ça cassait. Sinon, ça partait, tout simplement, symétriquement ou pas. Alors ensuite, le canard lui-même, dans cet avion, je ne sais pas. Oui, alors effectivement, il a peut-être été obligatoire dans la mesure où l'empennage aurait été trop proche de la voilure. C'est possible. Parce qu'on a... Alors, là, on en vient à parler du sillage, quand même. Dans n'importe quel avion, une voilure ou un empennage, quoi qu'il arrive, une fois que le système a pris de la portance, il y a un sillage. Autrement dit, il y a à la fois un tourbillon au bout du plan porteur, et en même temps, l'air qui vient d'être balayé est un peu défléchi vers le bas. Alors, quand c'est un avion conventionnel, grande voilure et petit empennage à l'arrière, bon, bah, l'empennage est dans le sillage. Puis on s'arrête là. Ok, d'accord, il est dedans. Lorsqu'il y a un petit canard et une voilure derrière, un bout de la voilure qui est dans le sillage, mais pas l'autre. Et puis il y a le tourbillon du canard qui passe sur la voilure ou pas, selon l'incidence. Autrement dit, on rentre dans les frais en ce qui concerne les calculs et les essais en soufflerie. Autrement dit, les canards, c'est quand même un petit peu plus prise de tête qu'un empennage conventionnel d'avion de ligne. Je ne dis pas que les avions de ligne ne sont pas complexes à concevoir, simplement, il y a des cas à considérer qui sont quand même un petit peu plus complexes, surtout en ce qui concerne le comportement du tourbillon. Par exemple, un avion de ligne s'intéresse au tourbillon de bout de voilure de la voilure, bien sûr, mais ne s'intéresse pas à savoir ce que fait ce tourbillon sur l'empennage, puisque l'empennage n'est clairement pas à cet endroit-là. Alors qu'un canard, ça pollue tout le monde, quoi, en gros. Ça pollue tout le monde. Mais on aime bien en mettre quand même, parce que... Alors, sur les deltas, on aime bien en mettre, parce que les deltas tirent gros parti du tourbillon. D'accord. Et qu'est-ce qu'on voit là à l'arrière, de part et d'autre de la tuyère? C'est des surfaces mobiles aussi Oui, c'est des surfaces mobiles. Qui jouent un rôle dans le tangage? C'est un petit peu comme le F-16, sauf que le F-16, c'est un aérofrein, cet endroit-là. Sur le F-35, c'est pas un aérofrein, mais il y a un bout de l'empennage qui est de ce type-là sur le F-35. C'est une façon élégante de terminer une falaise de fin de fuselage. D'accord. Tu carènes. Si tu as décidé d'avoir une falaise de fin de fuselage, après tout, tu te dis, tiens, si je la fais bouger, ça fait une queue de castor, ça peut faire du trim, c'est très bien. Le B2 en a. Il y a pas mal d'avions qui, lorsqu'ils ont cette configuration géométrique, peuvent faire bouger le bout de plume. Alors, c'est pas le bout de plume, pardon, le bout de falaise. Alors, avec un petit inconvénient, c'est qu'à ce moment-là, tu peux plus mettre d'antenne dessus. Or, c'est des endroits où, au niveau électronique, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de capteurs qui sont candidats pour se mettre à cet endroit-là. Beaucoup. Un mot revient sur l'effet de falaise dont tu parles. Explique-nous ça. De falaise, tu me dis. Oui, la falaise. Oui, arrière. Oui, la falaise arrière. Comment dire, c'est une sorte de plan porteur. Finalement, tu fais de l'empennage avec ça. Simplement, un empennage avec une envergure très faible. Autrement dit, les filets d'air ont quand même une grosse tendance à contourner plutôt que de rester dans l'écoulement. C'est-à-dire que donc l'efficacité n'est pas terrible. L'efficacité n'est pas terrible, effectivement. La pente de portance n'est pas terrible. Lorsque tu as un planeur de compète, par exemple, mettons celui-là. Très joli. Les filets d'air qui sont ici ne savent pas ce qui se passe ici. Il y a juste ceux qui sont là qui disent « Ah, mais finalement, je pourrais faire le tour. » Excuse-moi, ça va de sens. Je pourrais faire le tour. Tu me suis? Donc ceux-là, ils se comportent bien. Par contre, quand tu as un truc qui a cette flèche, un delta par exemple, les filets d'air, ils sont à peu près tous au courant qu'ils pourraient faire le tour, en quelque sorte. L'information circule. Autrement dit, pour une incidence donnée, tu récupères éventuellement moins de portance. Et effectivement, sur un delta,
l'attaque, c'est quand même forte. Hein. Faut pas négliger. C'est pour ça qu'entre un Mirage 2000 et un Rafale, on a quand même pas mal changé la flèche. C'est pour justement dire au filet d'air, non, vous allez quand même faire de la portance correcte. Donc ça revient à ça. Hein. Alors évidemment, quand tu es sur ce genre, quand tu es sur un truc qui est comme ça, bon bah ok, tu peux toujours braquer ce truc-là, mais il faut voir quand même que les filets d'air, ils ont surtout envie de faire le tour. Quelques commentaires. Fire Shadow 75 nous dit le Sukhoi 47 est à peu près similaire en configuration. Le Berkut, alors là, ça c'est un truc, on pourrait le mettre à l'image. Oui, c'est ça. Oui, tout à fait. Le Berkut a repris le X29. À mon avis, il a beaucoup amusé les gens de Sukhoi. Ça a été très étrange, cette période où on a vu apparaître les 2 prototypes russes. On se demande si finalement... je ne connais pas la genèse de ces 2 protos. Ça, ouais. Voilà. Mais on se demande si finalement il n'y a pas eu une sorte de compétition avec quelqu'un qui a dit aux 2 bureaux d'études « Tiens, faites-vous plaisir, faites-nous un truc et on va voir qui est-ce qui a le plus d'idées. » Peut-être une soirée bien arrosée. Je sais pas bien. Le fait est qu'il fallait faire du supersonique, très probablement. Et franchement, le Berkut, il nous a... Disons que... La photo n'est pas très... On voit pas grand-chose sur la photo, ouais. Je m'en excuse, mais on voit qu'il y a du canard à l'avant, et puis effectivement... Oui, de la flèche inverse. De la flèche inverse. Et un empennage à très forte flèche à l'arrière, en plus. Donc c'était un avion à trois plans porteurs. Et on se demande si c'était un pari, finalement, de se dire... chiche que tu le feras ou chiche que tu le feras pas. Même pas cap, je crois qu'ils ont dit. Même pas cap, mais objectivement, hein, je le jure, j'ai jamais imaginé que ce truc-là allait devenir opérationnel. Et alors, dans la même veine... Et puis c'est un avion d'une longueur démesurée. Le 144. Voilà, exactement, le 144 ou le I-44, je sais plus. Alors voilà, le MiG, il sortait une entrée d'air d'Eurofighter. On n'était pas très impressionnés. Encore avant, patatoïdale, des canards et une grande voilure Delta. Une grande voilure Delta d'ailleurs avec plein de servocommandes dedans, c'est ce que je vois en ce moment. Et le canard avait quand même un truc très étrange pour cet avion, c'est qu'il avait une dent de requin anti-décrochage. On se disait, alors s'ils font un canard et qu'en plus, dès le début, ils disent, on a eu un problème et on a mis un... Ça... À quoi bon, quoi. Oui, voilà, exactement. Donc clairement, en matière d'impressionner, je n'étais pas impressionné par le MiG. Le Berkut, c'était différent. J'étais, comment dirais-je, incrédule. Cela dit, quand même, avec le Berkut, ils ont appris pas mal de choses. Hein. Ils ont appris à piloter un 3-plans. Enfin, il y a eu pas mal de choses. Ce qui leur a servi par la suite avec la famille des Sukhoi Exactement, oui, tout 33. À fait. Oui. Sur le naval, particulièrement. Oui, sur le tout naval. À fait. Alors, le Sukhoi 27 provient en fait d'une base de données probablement américaine pompée sur le F-14. C'est-à-dire que aussi bien le MiG-29 que le Sukhoi 27, clairement, les bureaux d'études ont eu les mêmes données. Simplement, on a demandé à MiG de faire un avion de défense aérienne locale. On a demandé à Sukhoi de faire un avion à grand rayon d'action. D'où la différence de taille entre les 2 machines. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que le grand gagnant, c'est Sukhoi. C'est Sukhoi, clairement. Qui fait vivre sa famille de Sukhoi 27. Mais alors, du coup, comme ces avions venaient du F-14, surtout en ce qui concerne le train d'atterrissage, lorsqu'il a fallu navaliser ces 2 avions, c'est passé comme une lettre à la poste. Le canard sur le Sukhoi navalisé, l'idée qu'on peut s'en faire, c'est pas forcément que qu'il participe à une portance tourbillonnaire ou quoi que ce soit, mais il est peut-être là simplement pour déstabiliser l'avion. C'est-à-dire que pour voler plus lentement, ils se sont dit, ok, il faut avoir une portance plus avant, et on a des commandes de vol électriques qui de toute façon récupéreront le total. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour que le foyer avance ? On met une planche en plus. Alors, l'intérêt aussi du canard dans cette position, que ce soit un canard plutôt qu'autre chose,
c'est que dans ce genre d'avion, on peut très bien prévoir un système de débrayage. C'est-à-dire que si les commandes de vol commencent à affaiblir des pattes arrière, on peut très bien dire on débraye le canard. Et à ce moment-là, le canard devient dans le lit du vent et il n'a pratiquement plus d'effet sur l'avion. À peu près les 4/5 de l'effet disparaît. Donc, le canard n'est plus vivant. Le canard est à 1/5, à 4/5 mort. Par contre, il a quand même l'inertie. C'est-à-dire que comme il met du temps à se mettre dans le lit du vent, il peut momentanément donner de petits efforts. Mais il s'autorégule, quoi. Il s'autorégule, il est dans le lit du vent. Ça, c'est un débrayage. Cela dit, je sais absolument pas. Quand tu as débrayé, ça ne veut pas dire que tu vas pouvoir rembrayer après. Hein. Ça, rien n'est dit là-dessus. Alors, sur le Mirage 4000, on avait ce dispositif de débrayage qu'on n'a jamais utilisé, je crois. On n'a jamais utilisé en vol. D'accord. Et le 4000, finalement, le 4000 venait juste après le 2000 qui, lui, avait simplement des aigrettes. Tiens, on n'a pas parlé des aigrettes, oui. Les aigrettes, c'est simplement l'étape d'avant en ce qui concerne l'utilisation d'un canard. C'est-à-dire qu'il y a eu 3 étapes concernant les avions de chasse. Une aigrette qui crée un tourbillon qui va se placer sur une voilure delta. Ensuite, un canard fixe qui lui aussi se place un tourbillon sur une voilure delta. Puis ensuite, un canard mobile. Et les moustaches du Mirage Milan, tu les mets? Alors, je les mets un cran avant encore. On n'a pas de photo, mais voilà. Je les mets un cran avant encore parce que elles peuvent être utilisées que à basse vitesse. Et en fin de compte, comme c'était pour les Suisses, en fait, le Milan, c'était une compétition pour la Suisse. Et c'était déjà le sujet. Il faut atterrir et décoller court. Donc, on va expliquer en 2 mots. Donc, il s'agissait de vendre le Mirage 3 aux Suisses et de leur proposer une solution de basse vitesse, donc pour se poser dans les vallées. Alors, le canard, l'aigrette, elle avait une caractéristique un peu rigolote, c'est qu'elle est extrêmement cambrée et elle est à fente. Vous avez un avion Delta, par exemple, et là, à l'avant, vous avez une aigrette qui est un truc épouvantable. Mettons un truc comme ça, dont forcément, vous avez toujours derrière, comme ça finit à la verticale, ou presque, vous avez forcément du décrochage quelque part dans l'aigrette. Autrement dit, vous avez une portance vers l'avant. Il est moche ton dessin, là, François. Oui, puis je l'ai fait beaucoup trop haut. Oui. Donc vous avez une portance à l'avant. On voit pas où sont les yeux, là. Et là, vous avez la portance principale de la voilure. Mais l'aigrette a une caractéristique étonnante, d'après ce que m'avaient raconté deux aérodynamiciens de chez nous. C'est qu'elle ne participe pas au foyer. C'est-à-dire que comme elle est constamment décrochée, quelle que soit l'incidence, elle donne une portance vers le haut, mais constante. Et comme c'est constant, finalement, quand l'avion rencontre une turbulence, l'aigrette ne participe pas à la variation d'effort de portance. Autrement dit, l'avion continue à être stable de la même manière. Et c'est ce qu'a fait sur le Milan. Donc, on sortait le truc. Et du coup, on n'avait pas besoin de changer les commandes de vol. C'était un Mirage 3, un Mirage 3 normal. Cela dit, c'était effroyablement encombrant. C'est-à-dire que l'aigrette bouffait la totalité de la place du radar, hein, soyons clairs. Alors, heureusement, sur le Milan, les Suisses voulaient un avion d'attaque au sol et on avait simplement un télémètre, juste devant. Mais c'était impossible à appliquer à un avion de défense aérienne. Parce que franchement, ça bouffe une place folle. Alors, il n'y a qu'un seul autre avion au monde qui a repris le truc, c'est le Tupolev 144. C'est-à-dire que là où, sur Concorde, ils ont mis une aigrette qui était bien réglée comme il faut, juste à la bonne incidence de 13 degrés pour l'atterrissage, pour avoir la bonne aspiration de la voilure. Les gens de Tupolev ont dit on va mettre une aigrette sur tout le dessus du fuselage avant, qui prend une bonne place. Hein. On la voit bien. Hein. Je me demande si j'ai pas une photo. On la voit bien, l'aigrette du Tupolev. Et c'est un hyper sustentateur, en fait. Puisqu'en fin de compte... Alors oui, ce que j'ai pas fini, ce que j'ai pas terminé, c'est que comme il y a une force à l'avant, on peut braquer les ailerons vers le bas, puisqu'il faut contrer, le moment cabreur de l'avant. Donc ça, c'est une sortie de volet, en quelque sorte. Mais
Finalement, aujourd'hui, la sortie de volet sur Rafale ou sur Gripen, c'est tout simplement de mettre le canard à plus 15, et puis voilà, ça suffit largement, ça fait le même boulot. Et d'ailleurs, quand on regarde finement les photos en approche de Rafale ou de Gripen, je pense, on voit bien que les ailerons sont légèrement appiqués. Alors l'intérêt du Milan, c'est que l'avion était stable et que donc on ne changeait pas les commandes de vol. Ah bah bravo pour le Milan, super. Ah oui, Super. on voit bien le télémètre. Oui, on voit bien le télémètre, le pitot dessus, et puis les Milan. Ouais. D'accord. Bah, c'était un bel avion. Donc c'était uniquement un avion basse vitesse. Les aigrettes, elles sortaient à basse vitesse. Il était hors de question d'avoir ce truc-là devant les entrées d'air en conditions de vol normales. Donc voilà, alors évidemment, il faut avoir l'œil, mais on voit bien que les ailerons, ils sont pas fortement appiqués. Mais l'intérêt de la manip, c'est quand même que déjà, ils ne sont pas du tout dans la position d'un Mirage 3, et ils ne sont pas non plus dans la position d'un Mirage 2000. Et on voit bien la découpe du canard pour venir encadrer la manchère. Absolument. D'accord. On est passé, on va revenir un petit peu dans le passé, parce on a glissé sur le Valkyrie que tu as évoqué, le XB70. Tout à fait. Martin, si tu peux nous mettre la 32B Bravo ou la 32 Charlie, s'il te plaît. Ouais, bravo, voilà, Martin. North American Aviation. Parce que si tu n'avais pas trouvé, je me serais dit, on Alors, aurait pu prendre le Jojo. Valkyrie, c'était un avion improbable. C'était l'époque où, effectivement, le Mach était censé augmenter quasiment en fonction du temps. C'est-à-dire que les avions allaient de plus en plus vite. Tous les 10 ans, tu gagnais Mach. Cet avion-là, il a fait Mach Mach 2.7. Disons que là, l'intérêt du canard, c'était là encore de pouvoir avoir... C'était vraiment une sortie d'hypersustentateur, à savoir que le canard était braqué entièrement vers le bas pour l'atterrissage, et c'était très utile pour l'atterro. Cela dit, en supersonique... Alors, il y a un truc intéressant en supersonique avec le canard, c'est que comme la portance recule, tu pourrais te dire qu'avec le canard, tu vas pouvoir équilibrer ça intelligemment sans bouger ton centre de gravité. Mais le Valkyrie, il bougeait son centre de gravité. Il transférait du carburant quand même. Alors. Ah oui, il transférait du carburant, c'est évident. Parce Pas dans les dérives. Sur les durées. Oh non, dans les dérives, il n'y avait rien puisqu'elles étaient monoblocs. C'était une marotte de North American, les dérives monoblocs. Qui avait commencé avec le Vigilante, c'est ça Le XF-107. Ah, le XF-107, d'accord. Le XF-107 avait déjà du monobloc. Avion expérimental. Donc, très rigolo comme avion. Et puis ensuite, le Vigilante, oui, tout à fait, tu as raison. Et celle-ci, les dérives du B-70, du Valkyrie, ouais, elles sont très... sont sur des charnières, elles changent de... Ouais. L'articulation est rigolote. Elles font changer le dièdre. Je ne sais pas pourquoi tu me parles de ça, mais c'est plutôt à propos, non? Ouais, en fait, l'articulation de la gouverne était comme ça. Ouais. Autrement dit, en basculant, la dérive changeait de dièdre en même temps. Ouais. Donc, et surtout, le profil de la dérive, c'était je crois, carrément un trapèze. Parce que quand on est à Mach 2.7, de toute façon, on ne va pas s'embêter à mettre en profil. C'était des profils losangiques. D'accord. Bon. Donc on retiendra qu'à Mach 2.7, on n'a pas à s'embêter à mettre des profils. Pas pour une dérive. Pas pour une dérive. Dans la mesure où une dérive, logiquement, ça porte... Il n'y a pas de portance. En parlant de dièdre, je vais te montrer la photo 33, le F-15 de la NASA. Éventuellement. Voilà. Alors le F-15 aussi, ça aussi, la NASA s'est bien, entre guillemets, amusée avec cet avion. Et ils ont voulu expérimenter ce que c'était qu'un avion à trois plans porteurs. Et ils voulaient absolument avoir des basses vitesses d'atterrissage-décollage vraiment courts. Donc ils ont pris des empennages de F-18, si je me souviens bien. Et vu la position des entrées d'air, sachant que la voilure est haute dans cet avion, ils étaient bien embêtés pour le tourbillon, parce que à chaque fois que vous regardez les tourbillons, que tu regardes les tourbillons, excuse-moi, c'est toi qui regardez et que nous regardons tous ces tourbillons. Qui le regarde, les tourbillons Eh bien, on s'aperçoit que le générateur de tourbillons est au-dessus de la voilure, et pas dans le plan de la voilure.
Et alors, les Américains, des fois, ils sont pragmatiques. Ils disent, bon, le tourbillon, très bien, je vais le mettre au-dessus, donc je vais mettre du dièdre. Et puis voilà. Et puis, alors, je ne sais pas si ça a bien marché ou pas, mais le fait est que l'avion a volé comme ça. D'accord. Comment on fixe des surfaces pareilles à travers l'entrée d'air? Parce que là, tu as c'est bien prise de tête. C'était la dernière fois, j'ai raconté l'histoire de l'entrée d'air de Rafale. Oui, il fallait... On s'en lasse pas si tu veux le raconter de nouveau, parce qu'il y a des nouveaux qui nous rejoignent, qui s'abonnent. Oui, peut-être. Abonnez-vous d'ailleurs, voilà, j'en profite. Abonnez-vous à Jumpseat. Tu es dans un petit problème mécanique qui est un toit mobile d'entrée d'air qui est piloté par un vérin, avec des pièges à couche limite interne avec aspiration pour que toute la couche limite de l'entrée d'air sorte dehors. Donc tu as des conduits là-dedans, dans tous les coins. Et tu dois foutre en même temps une ferrure qui est capable d'aller chercher quand même l'articulation, tenir quand même un empennage de F-18 au bout. Et en plus, tu dois mettre la servocommande pour que l'empennage bouge. La ferrure, c'est quoi de diamètre? C'est le diamètre de la tasse? Une ferrure, ouais, ça pourrait ressembler à ça. Ouais. Une petite dizaine de centimètres de diamètre? Ouais, c'est ça, ouais, un axe. Ouais. C'est ça, ouais, ça peut... D'accord. Et sur le Rafale, c'est ça aussi? Ouais, tout à fait. Tu regardes quel angle on braque le canard, donc... Ouais. Non, il ne faut pas lésiner, dans ces cas-là, faut même en mettre un petit peu plus que nécessaire. Ouais. Remets-en un petit peu des fois qu'on vienne à manquer. Oui, tout à fait. Donc le Rafale, quand même, il est piloté entièrement par ses gouvernes de bord de fuite. Donc le canard est utile en permanence, mais tu acceptes une défaillance. Ça pose aucun problème. Simplement, l'avion vole. Il n'aura peut-être pas la totale perfo, le total facteur de charge, etc. Si tu peux expliquer l'abaissement de la voilure aux extrémités des saumons d'ailes sur le Valkyrie. Mais c'est pas du tout du canard, on est d'accord. Non, c'est pas du canard. À mesure que le Mach augmente, la totalité des plans porteurs d'un avion sont en écoulement supersonique. Et ce qui se passe, c'est que la dérive commence à être de moins en moins bien alimentée en écoulement amont. En écoulement amont, c'est-à-dire... d'accord. Il faut une dérive très haute, comme par Bedois. exemple. Exactement. Voilà, Bedois. Et ce qui se passe, c'est que leur stabilité de route, la stabilité en lacet, devient de plus en plus détestable. Et donc, on s'aperçoit que tous les avions qui ont prétendu dépasser Mach 2.5 ou Mach 2.7 avaient des quilles. Alors, après, des quilles ou autre chose. Et donc, quelque chose en plan vertical. Quelque chose en plan vertical sur le dessous du ventre. Alors, le Crusader 3, il avait des grands empennages mobiles. Le MiG-23, il avait une quille rétractable. Le F-16, il a des quilles. Le Mirage F1, on a récupéré. Le Mirage F1, le Mirage G8. Le G8 aussi, ils ont eu des quilles. Donc, à mesure que le Mach augmente, on a de plus en plus de difficultés à se contenter de la dérive. D'accord. Et pourquoi vers le bas et pas vers le haut ? J'ai lu que c'était aussi qu'il y avait une interaction tout à fait favorable avec l'onde de choc d'entrée d'air et que cet avion avait un petit comportement wave rider. C'est-à-dire que l'entrée d'air créait un cône de choc. Il surfait sur la vague. Voilà, c'est ça. L'onde de choc créée par l'entrée d'air était un petit peu récupérée par les bouts de plume et que du coup, il avait une amélioration de sa finesse. Mais on n'est pas dans la même cour, quoi, de toute façon. Ces gens-là, c'était des... On n'en parle plus. D'ailleurs, nous, ce qu'on a eu comme chance chez Dassault, c'est d'échapper, je dirais, à la génération Mach 3. C'est-à-dire que la génération Mach 3 a disparu avant qu'on ait eu le temps de faire quelque chose. Il y a eu des beaux projets, enfin, il y a eu quelques dessins. Il y a eu des beaux projets. Dessins, oui, mais c'était des maquettes de bureau. Il y a eu des dessins, bien sûr, tout à fait. Mais ça dépassait les finances. Ça dépassait les finances françaises. Et le bol qu'on a eu, c'est qu'en fin de compte, il n'y a pas eu besoin d'y aller. D'accord. À tel point, le pire qu'on a été, c'est qu'on a fait à un moment donné l'ACF, qu'on appelait aussi Super Mirage, qui était un Mirage G8 à voilure fixe. Et cet avion, il était vraiment prévu pour Mach 2.5.
Et il était présenté comme le maximum de ce qu'on pouvait faire financièrement. C'est pour cet avion qu'on a fait un moteur Mach 2.5 qui était le M53, qui a été le M53. Le ACF Super Mirage a été annulé parce que trop cher. Et à cet instant-là, on a dû faire le Mirage 2000 avec le M53 qui était en cours d'étude. D'accord. Alors le M53, c'était un moteur tout à fait étrange, qui était vraiment prévu pour aller vite. Un moteur chaud. Tu nous parles un peu du M53, ça fait un petit intermède sympa, sachant qu'on revient là-dessus, c'est une idée que j'aime beaucoup, mais qu'il n'y a pas d'avion sans moteur. Le M53, c'est le moteur qui... Ouais, le M53, c'est quand même le seul moteur... Alors je ne connais pas beaucoup les moteurs. C'est le seul moteur que je connaisse qui est simple corps, double flux. Et ça, c'est tout à fait surprenant. C'est-à-dire qu'il avait la PC... Un petit crowbar, là, peut-être ? Non, non. Non, il est fatigué, François. Il ne veut plus dessiner. Non, bon. J'ai plus envie. Il n'a plus envie, voilà. Eh bien, c'était Jump Seat et on se revoit la semaine prochaine. Le M53 était double flux monocore, ce qui, à Mach 2, je crois, a été un avantage, à savoir que, franchement, avec la PC, il donnait bien, quoi. Par contre, il avait un inconvénient, comme il était simple corps, il avait un ralenti-sol qui était assez élevé, excuse-moi, il y a plein de M53 qui volent aujourd'hui. Et j'ai rencontré des pilotes qui disent que, du coup, les freins des Mirage 2000 prennent cher, parce que en taxiage, tu peux prendre de la vitesse assez facilement, à cause du ralenti-sol qui est un peu haut, parce qu'il est simple corps. C'était après on est passé au M88 qui est un moteur tout à fait moderne. Et alors 2 choses intéressantes sur le chat. Franck May qui nous dit un Rafale se pose avec un seul canard sans problème. Ah voilà, ouais, pourquoi pas. D'accord. Et pourquoi il y aura un seul canard? Parce que l'autre, je ne sais pas s'il est parti ou si le cerveau est en panne. Ça peut être ça, simplement. Ok. Oui. Et Fire Shadow 75 nous dit mais pourquoi le Mirage 4 ne faisait pas Mach 2.5 ? Malgré la température. D'accord. La température, on est dans les 90-100 degrés. Il commençait à fondre. Non, on ne fond pas. Simplement, il faut quand même que tu aies encore des Karameca corrects avec le matériau que tu as. L'alu 4G, je ne sais plus, ils font à 270, 280, je ne sais plus. Bon, quand tu es à 100 degrés, il accuse quand même un petit peu. Il dit des trucs, la 4G. D'ailleurs, à tel point que, si je me souviens bien, le Concorde, il n'a pas fait un AU4G, il a fait un AU2NC. Autrement dit, on a diminué le cuivre et on a mis du nickel pour que ses caractéristiques soient un petit peu meilleures. Je dis ça de mémoire, excuse-moi. D'accord, mais ça fera l'objet d'un correctif la prochaine fois. Toujours est-il que Mach 2.5, non. Et puis n'importe comment, les Attar 9K50, je ne sais même pas si c'était pas des 9K50 au début. DN52 P2, nous dit Fire Shadow. Certainement pas sur Mirage 4. 4000, je te parle du 4000. Oui, tu m'as dit Mirage 4 ou 4000? Je sais pas, on repassera la flûte. On repassera la bande, mais on parle du 4000. Oh l'erreur. Le Mirage 4000, d'ailleurs c'est la même réponse. Changer de matériau, non, ça va très vite. Ça va très vite en température. Et non, faut... Et puis surtout, le Mirage 4000, il est venu après le Mirage 2000. C'était terminé, la folie des grandeurs. La folie des Mach très élevés. À quel point il y avait des missiles pour ça, quoi. Exactement. Un MiG-25 qui déboule, un Mach 2.7, Mach 2.8, c'est un petit peu comme Indiana Jones. Tu sors ton flingue et tu le tires à distance. Si tu as un Super 530 qui te tire à 25 km d'altitude, Mach 4, t'es pas... Alors, l'histoire raconte d'ailleurs que quand le pilote russe a fait défection au Penenco au Japon, là, les Américains sont précipités pour voir ce qu'avait l'avion dans le ventre. Ils ont trouvé de l'acier. Ils ont trouvé de l'acier, puis surtout, ils ont trouvé sur les instruments, sur le tachymètre, dans le cockpit, enfin sur le badin, ils ont trouvé de la zone rouge à partir de Mach 2, quelque chose. Quoi. Oui, Mach 2.7, Mach 2.8, je crois, quelque chose comme ça. Voilà, zone interdite. Oui, c'est une question de température. Non. Et du coup, tout le monde s'est arrêté. Et en fait, la course au Mach s'est arrêtée de 2 manières. La température qui fait que tout le monde rencontrait à peu près le même sujet.
Et ensuite, les missiles qui, de toute façon, rigolaient, quoi. Dès l'instant que tu commences à savoir faire des missiles qui font Mach 4, Mach 5 ou plus, tu dis, mais qu'est-ce que vous allez essayer de courir pour vous faire descendre 15 secondes plus tard? Donc, non. Et puis surtout, quand on voit le coût de création d'un avion de ce genre-là par rapport au coût de création du système antiaérien, bon, ben, tu dis non, quoi. C'est pas la vitesse qui gagne, c'est clair. D'ailleurs, le Rafale, bon, il est Mach 1.6. Et heureusement qu'il a toujours le TBA, le vol à très basse altitude, qui de toute façon ne se démodera pas. Qu'est-ce qu'il est beau cet avion, tu l'adores, hein, François. Non, mais c'est pas ça, il répond pas aux mêmes critères, c'est tout. Alors à quoi sert le cabrage comme ça? Est-ce que c'est juste pour permettre aux pilotes de monter dans l'avion? Bon, voilà, c'est peut-être pour ça qu'ils sont à la verticale. Tout simplement, peut-être, va savoir. Et alors, si on regarde bien sous l'avion, on voit effectivement que les 2 trappes du train principal viennent bien limiter la chose. Elle laisse pas grand-chose. Même le 2000 est plus généreux que ça en largeur fuselage, en largeur sur le point C'est ventral. pour ça que les Eurofighters se trimballent souvent avec la nacelle de désignation laser en point ventral sous le ventre. Ah oui, parce que c'est tout petit. Autant que ça serve, oui, bien sûr. Mais c'est un peu gâché. Tout à fait. C'est un peu dommage. Non, mais c'est pour ça aussi que l'Eurofighter se retrouve avec des GBU qui sont en avant du train. Et non pas en avant du train. Et donc, comme elles sont très mal posées en centre de gravité, ben, elles peuvent être que légères. Alors que le Rafale, lui, il a carrément le tribombe, bien placé en centre de gravité, en point 2 en plus. Donc le Rafale a à la fois les jambes longues et une capacité d'emport correcte. La photo suivante, on voit le Gripen. On n'en a pas beaucoup parlé du Gripen. Bon, bah là, le Gripen, c'est un avion qui a la technologie, grosso modo, du Rafale. Hein. Il a commande de vol électrique, il a un grand canard. Alors, made in USA, les commandes de vol. Oui, alors commande de vol électrique made in USA, moteur made in USA. D'ailleurs, je crois qu'il y a un vol, le 2e ou 3e vol, où il a un petit peu fini dans l'herbe, mais un petit peu plus que ça. Hein. Il a un peu brouté, oui. En fait... Comme le F-16. Le F-16 aussi, il a fait un premier vol tout à fait impromptu, dans l'improvisation la plus totale, avec un avion qui, à mon avis... C'est arrivé au F-22 aussi, je crois. Le F-22, c'est différent. Il a eu le malheur de remettre les gaz un peu trop bas. D'accord. Et je crois que les commandes de vol sont restées en mode sol, alors que les commandes de vol n'ont rien compris à ce que le pilote demandait. Et puis, il a commencé à faire du pompage piloté, ce qui est quand même assez fort de faire du pompage piloté avec des commandes de vol électriques. Il faut savoir le faire. Nous, pour Dassault en tout cas, les commandes de vol, on les fait depuis le début. C'est-à-dire qu'on a découvert l'obligation d'avoir des servocommandes, des gouvernes assistés ou de l'assistance de gouverne très tôt, dès le Mystère 2 ou Mystère 4. Comme d'habitude, dans ces affaires-là, il se trouve qu'il n'y avait pas forcément beaucoup d'industriels derrière, dans la mesure où c'était une demande nouvelle. Donc on a fait les commandes de vol, moyennant quoi, on a continué cette activité jusqu'à aujourd'hui. Et donc naturellement, les commandes de vol électriques sont venues dans notre part. L'idée que l'on s'en fait, c'est que de toute façon, à cause du flotteur, à cause de toutes sortes de comportements aérodynamiques ou mécaniques, les commandes de vol qui étaient des commandes de vol à câble et tringle, qui faisaient partie de l'avion, font aujourd'hui encore partie de l'avion. C'est-à-dire que c'est nous qui savons les faire parce que c'est nous qui connaissons le mieux les modes souples et qui connaissons le mieux l'aérodynamique. D'où la foire d'empoigne aujourd'hui sur le SCAF et l'avion de nouvelle génération tout à fait. Avec les Allemands. Disons que ça ne se sépare pas de la cellule, parce qu'au début, c'était dans la cellule. Et c'est encore un vrai aujourd'hui, savoir-faire aussi. Et exactement. Ça se prête pas. Surtout les commandes de vol avec plein d'emports dessous. C'est-à-dire que dans un avion de ligne, tu pourrais à la rigueur commencer à discuter en disant « bon, je le sous-traite parce qu'il y a quoi ? Il y a les volets sortis, les volets rentrés, le train rentré ou les trains sortis. » Nous, on a ça, bien entendu, mais on a en plus toutes les saloperies qu'on accroche dessous. Et toutes les combinatoires de saloperies. Et en plus, il faut les larguer. Autant dire que tu es bien content d'avoir tes commandes de vol chez toi lorsque tu dois faire face à un emport nouveau qui pose un problème, je sais lequel.
et où tu vas pouvoir régler le sujet tranquillement autour d'une table, à discuter la technique sans être obligé de contractualiser avec le fournisseur. D'autant qu'en plus, au début, si ça se trouve, il y a des fois, tu ne sais pas comment résoudre. Alors, contractualiser un truc où tu vas faire de la R&D sur un sujet, non, c'est pas top. Donc, les commandes de vol font partie de la cellule. Et puis voilà, puis ça se passe bien. Civil, mais on va parler 2 minutes des Chinois quand même. Alors, le J-20... Quel incroyable avion. Ouais. Alors, celui-là, pour le coup, il faut reconnaître... Il a tout. Pour le coup, l'empennage est vraiment... le canard est vraiment loin de la voilure. Donc, on peut penser que l'avion est contrôlé en tangage par l'association des deux, quand même. Parce que... Alors, le canard, lui aussi, il a du dièdre. Donc, il crée effectivement un tourbillon sur l'extrado de la voilure. Mais la voilure a un apex. Donc, vraiment... Mais surtout, ils ont de la... Quand tu peux faire un avion de 19 mètres de long ou quelque chose comme ça, oui, forcément. Tu as de la place de mettre du... Voilà, tu peux faire ce genre de choses. Alors, la dérive est orientable comme celle du Valkyrie, ou je me trompe non, le Valkyrie, c'est vraiment un axe oblique à 45 degrés. Là, la carotte de la dérive est peut-être verticale, en fait. D'accord, ok. Elle a du dièdre, mais elle est verticale. Ouais. Ce qui est bizarre, effectivement, c'est la petite partie fixe. La quille, c'est une espèce de quille anti-roulis, non ? Ouais. Non, la partie fixe qui se trouve en pied de dérive. Le pied de dérive, ouais. Alors oui, peut-être qu'ils sont obligés, parce qu'avec le débattement, si tu braques vers l'extérieur, peut-être que tu vas interférer avec les élevons. C'est peut-être pour ça qu'il y a une partie fixe, en fait. Mais du point de vue signature, c'est pas terrible, ce petit bout-là qui dépasse. La quille, oui. La quille non plus, c'est pas terrible, mais bon, cet avion, il est conçu pour faire du supersonic cruise. Et d'ailleurs, je pense que, je ne sais pas s'il fait du transfert carburant, mais dès l'instant qu'il est en supersonique, je pense que le canard peut être très très utile pour avoir une bonne finesse en supersonique, parce que le canard doit bien porter en supersonique pour l'équilibrage. Par contre, je ne pense pas que cet avion puisse faire de la très haute incidence, véritablement. Je ne crois pas. Je ne le sens pas. Martin, est-ce qu'on a 2 minutes encore ? Oui. On va parler un peu des canards appliqués aux avions civils. Oui, alors ça, c'est une tentative d'avion d'affaires que nous avons, je ne sais plus, mené vers les années 80, 98, 2000. Donc avant que ça encore même. Non, c'est un projet d'assaut, ça. Oui, c'est un projet d'assaut, oui. Ensuite, d'ailleurs, on l'a internationalisé, je crois. C'est passé dans des études qu'on appelait ISAC. Là, en fait, encore pareil, c'est les moteurs. On n'avait pas tout à fait les moteurs qu'il fallait, ni non plus le budget prévisionnel pour se faire des moteurs spéciaux. Donc, il s'agissait, je crois, de dérivés de M88. Ça imposait une certaine taille d'avion. Tout vient de là, quoi. En fait, tout ce qui était en arrière du hublot, c'était quand même pas mal plein de carburant. Donc, c'est un avion qui permettait de transporter du carburant très vite. Non. Disons qu'il fallait véritablement travailler la cabine pour être au plus près de ce que les moteurs pouvaient proposer. La cabine avait une forme ovoïde, de façon à pouvoir malgré tout circuler debout au centre. Alors les canards, là en l'occurrence, je pense qu'ils servaient à faire de l'équilibrage supersonique. Je ne sais plus si on faisait du transfert carburant, probablement, mais je ne sais plus. C'est un peu loin. Parce que finalement, des canards sur des avions d'affaires, il y en a eu très très peu, il y en a. On va les voir tout de suite. On va passer au... L'Aventis, il est très très original. Alors cet avion, en fait, ce qu'il voulait, je pense... D'abord, Avanti, Piaggio a une tradition d'avions à moteur propulsif. Oui. On le sait peu, mais ils en ont fait quelques-uns. Ils ont fait le très beau P166. Voilà, le 166 par exemple. Elle en mouette de patrouille maritime. Quand ils ont voulu faire quelque chose de vraiment innovant, ils ont commencé par se dire on va faire une grande cabine et il faut que le longeron de voilure passe derrière la cabine. Bon. Donc ça faisait une grande cabine, très bien, mais la structure de la voilure passe derrière. Ils auraient pu faire le longeron sous la cabine. Avec des hélices, avec des hélices mal.
Et puis en plus, le train d'atterrissage est juste en dessous. Non, c'est bien combiné cette affaire. Alors la voilure est juste derrière et du coup l'empennage est un peu proche. L'empennage arrière est un peu proche. Et la solution assez originale qu'ils ont trouvée, c'est de dire bon, on va avancer le foyer avec un petit canard. Et puisqu'on a fait un petit canard qui est fixe, et puisqu'on a fait un petit canard, voilà exactement un petit caneton. Et puisqu'on l'a, eh bien, on va même mettre une gouverne de bord de fuite sur le canard. On va braquer et ça va permettre de braquer les volets. Donc, ils ont joint l'utile à l'agréable, à savoir une cabine longue avec une voilure qui passe derrière, un petit canard à l'avant et hop, au passage, j'en profite pour améliorer la sortie de volet. Par contre, le propulsif, qu'est-ce que ça fait comme boucan? Oui, alors ce qui se passe, c'est qu'ils ont adopté une hélice rapide, Herzl, je crois. Et le drame, c'est que, apparemment, je me suis laissé dire que les pales sont un petit peu trop souples et qu'elles subissent à chaque tour le passage dans le sillage voilure. Et qu'elles vibrent. Ah, c'est ça. Je crois qu'elles vibrent. Je crois que c'est ça le truc. Et effectivement... D'abord, ça fait un bruit très caractéristique. Et quand tu l'entends, tu lèves le nez et tu sais que tu es en train de chercher un truc minuscule. Une petite croix de rien du tout. Et là, tu sais que tu as un Piaggio Avanti qui passe. Par contre, excuse-moi, en dehors du bruit, moi, je trouve que c'est une machine... pour les compétences de cette entreprise, pour leur passer par rapport à ce sur quoi ils se sont basés pour le faire, chapeau. Petite machine intéressante. Et alors, l'inverse du Piaggio, c'est la photo suivante. Alors, je n'ai pas de réponse. J'ai pas de réponse sur le Starship. Qui est magnifique, mais qui est magnifique pour rien. Et pas pour rien, puisqu'il a coulé la boîte. Hein. C'est un avion magnifique, c'est ça. Le canard avec de la flèche variable, j'ai pas compris. Le fait d'avoir mis les dérives en bout de voilure... Oui, enfin c'est du Variez, quoi, soyons clairs. Rutan a fait un démonstrateur pour Beech à échelle réduite qui les a convaincus qu'il fallait faire ça. Et ce que je me suis laissé dire, c'est que le directeur de la société Beech, lorsqu'on est venu lui annoncer qu'ils allaient détruire le démonstrateur, il a insisté pour être présent, pour voir le démonstrateur être détruit. Et pour tenir l'appel qui mettait la Terre par-dessus, c'est ça? Je ne sais pas, mais enfin, le Starship a été... il est plus grand, il est plus lent que l'Avanti, par exemple. Plus grand, plus lent. Oui, c'est ça. Et puis, l'Avanti, ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'il est formidablement bien placé pour avoir des écoulements un petit peu laminaires sur toute la partie avant. Même si rien ne prouve qu'ils le font à chaque vol, ni même qu'ils le fassent tout court. Alors le Starship, c'est un très beau produit marketing en fait. Un bel avion, il a de la gueule. Un nom qui claque, et puis un avion qui ne s'est pas vendu et qui a coulé Beech. Et puis le vol monomoteur avec les dérives, apparemment, c'était un petit peu délicat aussi. Mais il a quand même été certifié cet avion. Oui, tout à fait. Oui, mais il faut voir comment. Il y a un autre avion que l'Avanti en ce moment, qui est le Celera 500, qui est fait aux États-Unis et qui est tout à fait impressionnant aussi. Qui a à peu près les mêmes têtes que l'Avanti, avec un moteur, je crois, diesel. Qui ressemble à un gros poisson, c'est ça? Exactement, avec une voilure très en arrière. Avec une hélice propulsive. Celui-là, s'ils ne font pas du laminaire, alors là, je ne comprends pas. Donc, à mon avis, ils font des performances... en tout cas, ils visent des performances exceptionnelles. Je ne sais pas s'ils vont y arriver. Mais il n'y a pas de canard, donc c'est hors sujet. C'est ce que vient de dire Franck May. Franck May, c'est bien dit, mais c'est hors sujet. Je suis désolé pour toi. Sujet. Voilà qui termine l'émission, la deuxième émission avec François Lemingue, vedette internationale, qui nous a parlé de canard. Merci à tous et à la prochaine.